Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, vous connaissez ce format StreamYard, ça veut dire que je ne suis pas seul et pour la première fois sur la chaîne, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Vivien Lejeune. Comment vas-tu mon cher Vivien? Salut Jules Melon et salut tout le monde. Eh ben comment je vais? Je vais très très bien. Pour plein de raisons. Un, comme tu l'as dit, c'est notre petite première. Et Oui, ça fait un moment qu'on l'évoque, ça fait un moment qu'on avait envie. On s'est rencontrés une fois à Paris, c'est brièvement, vrai. parce que je partais travailler. Et je tiens à le balancer tout de suite. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Peggy, du Rayon Décalé, qui nous a réunis ce jour-là et puis dans les conversations groupées par la suite. Et bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion aussi pour moi, qui n'ai pas eu l'occasion de le faire en dehors des réseaux sociaux, de le dire à la caméra, qu'elle me manque, qu'elle nous manque à tous, que depuis qu'elle n'est plus là, ma perception du YouTube Game avait un peu changé. J'avais plein de projets avec elle. J'ai adoré les discussions que j'ai eues Hum. avec elle sur sa chaîne, même quand on n'était pas d'accord. Et Dieu sait que souvent on n'était pas d'accord avec l'ami Peggy, qui avait ses petits avis parfois très tranchés, mais nous aussi on a les nôtres. Mais c'était ça le sel du truc, c'est que c'était toujours fait dans le respect, sans véhémence. Et bref, elle me manque beaucoup. Je sais qu'à toi aussi, donc je voulais lui faire un bisou où qu'elle soit. Et voilà. Voilà. Ciao Elle Peggy. nous manque, mais elle est toujours là parmi nous. Voilà. Et à travers ces échanges, ça continue. La vie du cinéma continue et c'est ça qui nous rend indirectement, de façon très, on va dire, posée, éternelle d'une certaine manière, même si nous sommes éphémères. Et La alors, preuve, si je... la preuve, les gens allaient sur sa chaîne. La chaîne existe toujours bien Bien naturellement. sûr. Visionnez ses vidéos, le rayon Oui. décalé, visionnez ses échanges avec tous les différents intervenants. C'est juste passionnant et empli d'émotions, pour le coup, forcément, maintenant. Et si je t'ai choisi ici, c'est pour deux raisons en une, en fait, puisque je suis en pleine rétrospective non exhaustive, parce qu'il y en a eu des films. Hein. Frankenstein au cinéma. Frankenstein de Mary Shelley, à la base, le roman, bien sûr. Les films de la Universal, un de la Hammer. Entre-temps, là, il y a aussi, qui a été publié sur la chaîne, la parodie de Mel Brooks. C'est très intéressant aussi de voir comment il a pu aborder cela. Et là, on revient dans le plus classique, c'est-à-dire l'adaptation pure, avec toi, Vivien, et si je t'ai appelé ici, c'est que tu es un petit peu notre Branaïen de service. Oui. Kenneth Branagh, ce réalisateur irlandais, on dit britannique. Ben, Belfast, il est Mais britannique, non, nord-irlandais. Little guy from Belfast, yeah. Belfast, il est britannique. En vrai, il est britannique. Voilà. Et un monsieur qui a fait beaucoup de Shakespeare, etc., et qui, en 1994, s'est attaqué à sa version de Frankenstein. Alors, le titre original, c'est Mary Shelley's Frankenstein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Bram Stoker's Dracula de Coppola 2 ans avant. On va revenir sur cette idée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que si vous voulez en savoir plus sur Kenneth Branagh, notre cher Vivien ici, il a fait 2 émissions chez Samir sur Kenneth Branagh, le réalisateur, et Kenneth Branagh, l'acteur. Ça tombe bien, ici, il est à la fois réalisateur et acteur, comme dans beaucoup de ses projets. On va dire 80% de ses projets, peut-être. C'est devenu un peu moins vrai avec le temps qui Ouais. passe, mais en tout cas, sur ces premières années, c'était quasi du 100%. C'est vrai. Et ici, il n'a pas le rôle de la créature. Non, non. Il a le rôle de Victor, le créateur, donc Victor Frankenstein, parce que la créature, c'est pas Frankenstein. Beaucoup de gens ont fait cette erreur. C'est aussi dû à certains titres mal traduits des versions précédentes. Là. Et alors, la créature, qui n'est. Bon, c'est pas un acteur inconnu. C'est Robert De Niro en personne. Alors, Robert De Niro, je crois qu'il est là grâce à Coppola. Et C'est De ça. Niro a peut-être aiguillé Coppola vers Kenneth Branagh à la réalisation. Ça aussi, on reviendra sur ces points. Après, dans le rôle d'Elisabeth, le love interest de Victor, c'est The double love interest. Helena Bonham Carter, qui plus tard, oui, alors le vrai love interest, pour le coup, c'est très amusant, qui deviendra plus tard Madame Tim Burton, mais qui fut, après le tournage, un peu Madame Kenneth Branagh aussi. Alors c'est marrant parce que Tim Burton a failli réaliser ce film. Vous voyez, il y a plein d'histoires comme ça. Bon, il se vengera Tim Burton après en faisant son Frankenweenie, qu'il avait déjà fait en court métrage avant, donc de toute façon. Voilà. Puis on peut citer Ian Holm aussi, Ian Holm qui joue le père, grand acteur, hein, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais voilà, qui a évidemment joué notamment dans une saga qui t'est chère. Hein, évidemment, parce que tu as beaucoup écrit sur Tolkien aussi, Vivien. Voilà. Parce que Vivien écrit aussi, journaliste, auteur et passionné de cinéma et d'art en général, de musique aussi. John Cleese présent avec une prothèse au menton pour pas qu'on le reconnaisse trop, parce que pas trop Monty Python.
Quoiqu'à un moment, il y a des scènes Monty Python, mais dramatiques, avec des Bring Out the Dead, là, avec le choléra, mais bon, ça n'a rien à voir. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis, alors, on pourra en citer plein. Il y a Patrick Doyle lui-même qui fait une petite apparition non créditée en chef d'orchestre du bal. Il en avait fait aussi une. Toujours, il en fait toujours une. Hein. Ouais, voilà, il était aussi dans une sorte d'artiste musical dans le film précédent Much Ado About Nothing que j'ai visionné juste quelques jours avant d'ailleurs. Intéressant. Dans Henri V, on le voit à l'image chanter son chant aux soldats tombés, voilà, après la bataille. On le voit passer une audition extrêmement rigolote dans Au beau milieu de l'hiver. Alors ça c'est après, hein, bien sûr, ça sera après Frankenstein, mais voilà. Et on le voit surtout dans son premier rôle. Alors là, on n'est pas chez Branagh, mais il est dans Les Chariots de feu, Patrick Doyle. Et là, il ne faisait ni la musique ni une chanson, mais il était bel et bien comédien, parce qu'il a démarré sa carrière en tant que comédien. Mais on y reviendra sur Patrick Doyle dans le courant de la discussion. C'est obligé. C'est obligé. Ah là, il compose, il y va à fond. Là, d'ailleurs, ça va avec la tonalité du film. Présence aussi de Tom Hulce, hein, qui était 10 ans avant Amadeus, Mozart dans Amadeus. Et c'est vrai qu'on le voyait pas, on l'a pas vu beaucoup. Tom Hulce au cinéma après Amadeus, il est là. Richard Byers, qui est un des acteurs fétiches de Kenneth Branagh, qui joue le monsieur aveugle. Alors, c'est pas un ermite, c'est plutôt de grand-père, mais bon, c'est grand-père ermite. C'est grand-père, ouais. Et d'autres personnalités, dont d'ailleurs le capitaine Hayden Quinn, qui nous a quitté, je crois, l'acteur. Non, c'est pas lui qui nous a quitté, c'est un autre qui est dans le. Parce que je me suis mélangé. C'est Alex Lowe aussi qui est mort. En tout cas, beaucoup de gens ici pour une adaptation qui est jugée comme, sur le papier, hein, en tout cas, la plus fidèle au roman, quand bien même il y a des différences. Et fatalement, il en faut, parce que c'est du cinéma. Le cinéma adapté de la littérature, il faut des adaptations. Enfin, il faut que ça change un petit peu. Donc, on peut faire le pitch rapidement pour celles et ceux qui n'ont pas lu Frankenstein, mais coupez cette vidéo, lisez Frankenstein et revenez. Non, mais bon, tout le monde connaît dans le subconscient, même sans avoir lu, cette histoire qui se déroule à la fin du XVIIIe siècle, où alors ici, étudiant en médecine, hein, plus que, bon, il y a une petite adaptation là-dessus, Victor Frankenstein, qui est dans une famille, et qui va à un moment s'intéresser à des sciences jugées déjà occultes à l'époque, Agrippa, etc., par la science plus moderne et tout. Et il a, grâce à son mentor ici, joué par John Cleese, oui, voilà. Qui va décider de se dire, tiens, comment vaincre la mort? Meilleur moyen de vaincre la mort, créer la vie, à partir de la mort d'ailleurs. Et évidemment, alors suite à un trauma, on reviendra aussi parce qu'il y a du trauma derrière, il va réussir à créer cette créature, It's Alive, le fameux, hein, bien sûr, mais malheureusement, cette création va lui échapper, et on va rentrer ici, bien sûr, dans la malédiction, si vous voulez, du Prométhée moderne, hein, bien sûr, qui est aussi dans le sous-titre du roman de Mary Shelley. Et derrière, la créature va essayer de vivre, de découvrir comment on existe, apprendre à parler, etc., ressentir des émotions. Et parmi les émotions, la vengeance envers son créateur. Un créateur qu'on retrouve grosso modo au début du film, ici, comme dans le bouquin, sur un bateau. Enfin, il arrive sur un bateau, un capitaine qui est bloqué là avec son équipage, capitaine qui est l'alter ego du scientifique en mode aller loin, explorer les choses et franchir certaines barrières. Peut-être se prendre pour Dieu, d'une certaine façon. L'hubris de ces découvertes d'époque, découvertes même auparavant avec des explorateurs et divers et variés. Et évidemment, ici, pendant plus de 2 heures, nous avons une version branaghienne de Frankenstein, c'est-à-dire, alors, théâtrale, oui et non, c'est-à-dire que théâtrale dans le jeu, d'accord, mais je dirais plus opératique et même flamboyante, en certains termes, tant et si bien qu'on peut commencer par cela d'ailleurs, beaucoup de gens ont peu apprécié le film, notamment, alors c'est ça qui est terrible, y compris les scénaristes, dont Frank Darabont, quand même, monsieur Frank Darabont, qui a, lui, adapté beaucoup de Stephen King, Les Évadés, la même année, hein, si je me trompe Absolument. pas en plus. Et Coppola lui-même, c'est pas qu'il a regretté son choix, parce qu'à un moment, il voulait réaliser, puis non, suite de Dracula mélangée avec Frankenstein, comme ça a été fait plus ou moins avant d'ailleurs. Et en fait, presque tout le monde a fini par renier le film, et une partie du public et des critiques aussi. En plus, les critiques que le public, peut-être. Sauf Branagh. Et Sauf toi, Branagh. Il n'a pas renié son film. Lui. Ah ben bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais toi, déjà, question comme ça, te sentais-tu seul peut-être à l'époque, si tu as apprécié le film? Je suis sûr que tu l'as vu au cinéma, parce que tu avais vu beaucoup des précédents en salle. Est-ce que celui-ci, tu l'attendais comme le Messie? Tu devais avoir quoi, 16, 17 Alors, ans? c'est très rigolo. En 94, c'est pas compliqué, j'ai 20 ans.
Moi, je suis 20 ans, 74, donc c'est facile à calculer. Vu que je suis très mauvais en maths, ça m'arrange. Alors, ce qui est rigolo que tu me poses cette question, parce que je me suis replongé dans mes petits carnets ce matin pour préparer l'émission, et j'ai gardé tous mes tickets de cinéma depuis l'année 1987. Donc, je peux te dire exactement à la date près quand j'ai découvert Kenneth et quand j'ai découvert Frankenstein. Donc, avant de même te donner mon ressenti, ça va te donner une idée. Je découvre Henri V, donc son tout premier film, au cinéma, le 10 mai 91, voilà, en version originale. Alors, je suis à Amiens, pas à Paris, ce qui est important pour la suite de la conversation, parce qu'il y a très peu de VO, surtout au début des années 90, dans les villes de province. Mais là, c'était une sortie un petit peu différée. Ça sortait pas sur le grand circuit Henri V. C'était une sortie confidentielle qu'on doit d'ailleurs à Gérard Depardieu, qui avait permis la distribution du film en France, à condition qu'il double lui-même Branagh dans le rôle d'Henri V dans la version française. Ce qui est une catastrophe abyssale. Qui a failli jouer la créature en plus. Exactement. Et qu'on retrouvera un petit rôle dans Hamlet un tout petit peu plus tard, quoi. Donc, et là, je tombe, je vais faire très court, hein, mais je tombe amoureux de Branagh, le réalisateur, l'adaptateur, l'acteur, parce que j'étais déjà très Shakespeare à la base. Moi, j'ai commencé, le premier Shakespeare que j'ai lu, c'est Jules César, j'avais 13 ans. Et je suis tombé là-dedans, voilà, de manière un peu inexplicable. Et j'ai adoré cette représentation du film. Et j'étais fasciné à l'époque par la perspective d'un artiste complet. C'est-à-dire le mec, il écrit, il joue, il réalise, il se met en scène lui-même. Il vient d'une troupe de théâtre, il amène sa troupe de théâtre quasiment en intégralité, y compris son compositeur Patrick Doyle, dans un film. J'étais sidéré. Et puis les choix d'adaptation qu'il faisait entre le jeu scénique et le jeu filmique me paraissaient formidables. Et j'y voyais surtout, et ça va se vérifier malgré tout dans Frankenstein aussi, une belle opportunité de lui d'arrêter de déclamer les choses comme on le fait sur une scène et de pouvoir parfois susurrer ces mêmes choses grâce à la proximité d'un micro, d'un support filmique aussi flamboyant, le film soit-il, qui reviendra. Donc j'enchaîne, bien évidemment, je tombe amoureux de Kenneth Branagh et en Dead Again, je le vois le 7 mars 92, pareil, hein, tout au cinéma bien évidemment. Puis arrive, alors dans le désordre, parce que pareil, à Amiens, les sorties sont pas respectées. On parle de films confidentiels, donc je vois d'abord Beaucoup de bruit pour rien avant Peter's Friends. Alors je vois tout ça au cinéma quand même, mais voilà. Et Beaucoup de bruit pour rien, pour vous donner une idée, je le vois le 29 mai 93, suivi du 12 août 93, suivi du 26 octobre 93. Je suis allé le voir 3 fois au cinéma, dont la dernière fois sur le petit cinéma d'Arrêt-Essai en VO. Et je découvre Peter's Friends le 3 décembre 93. Voilà. Donc je suis à fond dans le cinéma du gars. Et en plus, arrive alors la perspective, l'annonce officielle de son recrutement, puisque tu l'as très bien expliqué, c'est un recrutement. C'est pas lui qui choisit, il a accepté la proposition, mais c'est pas lui qui a eu envie de faire son Frankenstein, etc. Même si, ça, on va le développer après, c'est vraiment devenu son Frankenstein. Donc je suis doublement content. Il passe de Shakespeare à Marie Shelley. Moi, je suis aux anges sur ces années-là de ma vie. Et donc je découvre le film une première fois, donc toujours à Amiens, donc en VF malheureusement, le 11 janvier 95. Et je suis tellement sous le choc de ce que je viens de voir. Alors, je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je me le prends en pleine face. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre instantané pour plein de raisons que je vais essayer de vous expliquer pendant le temps qui vient. Ce qui fait que je prends ma petite voiture avec un de mes meilleurs amis et on file à Paris juste pour faire un aller-retour pour aller à l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées, pour pouvoir avoir une chance de voir le film en VO. Et donc, on y va le 20 janvier, donc seulement 9 jours après, donc le 20 janvier 95, je vais redécouvrir le film en VO cette fois, et on se fait juste l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on part d'Amiens, on part en bagnole, juste pour se faire un ciné et rentrer après. C'était pour vous montrer le dévouement que j'ai eu envers ce film. J'avais fait la même chose pour Entretien avec un vampire, mais ça, c'est une autre histoire. C'est quasiment la même année. C'est la même année. C'est ça qui est intéressant. Alors oui, moi, tu vois, à côté, là, je découvre ce film, combien 21 ans, 20 ans et 6 mois plus tard, parce que c'est vrai qu'il est sorti début 95 en France. D'ailleurs, du coup, techniquement, chez nous, il fête ses 30 ans. 30 ans, ouais. 30 ans, du coup. Ouais. 30 ans. Et moi, je le vois sur le tard. Alors, comme on faisait un petit peu cette remarque en off, je me suis posé la question, mais pourquoi je ne l'ai pas vu à la télé? Et même jusqu'à il y a quelques années, je n'avais même plus... Je ne savais même pas techniquement. J'avais eu vent de diverses adaptations de Frankenstein, mais une de Kenneth Branagh dans les années 90, c'est comme si le film était presque tombé dans une forme d'oubli, surtout quand on compare évidemment le succès du Dracula de Coppola, parce que c'est pas 2 films jumeaux, mais il y a des références, on va dire dans le gothique global, il y a des liens qui sont là.
C'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait peut-être une production design au préalable que Kenneth Branagh a peut-être respecté, ou il est parti sur ces bases-là pour développer et on va dire oui, sa propre idée sur déjà des choses. Peut-être qu'il aimait beaucoup le Dracula de Coppola, je ne sais pas. Et donc je le découvre là, et c'est vrai que je me suis fait cette remarque. J'aurais bien aimé l'avoir vu ado, celui-là, enfin ado, jeune, parce que c'est vraiment le film qui a ce feu. D'ailleurs, on reviendra sur le feu, cette passion, ce qui fait qu'il y a une grandiloquence aussi, il y a une flamboyance. Et dans une période où moi je découvre plein de cinéma dans tous les sens, où j'ai tendance à être plus proche peut-être de certains films plus intimes ou plus subtils, là évidemment t'imagines le vent que je me suis pris, enfin le souffle que je me suis pris et alors je l'ai regardé comme une œuvre fascinante. À un moment je me suis dit, je vais pas me faire un avis comme ça parce que ça ne sert à rien, j'essaye de voir l'intention de l'auteur derrière, et c'est un film d'auteur. Et d'ailleurs, si beaucoup ont renié, c'est que Kenneth Branagh a pris le film en sa possession. Il a, comme le dirait Alejandro Jodorowsky dans le documentaire Jodorowsky's Dune, là, il raped it and raped it, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il a bien, voilà, tout en gardant quand même une base solide du bouquin, c'est-à-dire qu'il respecte le matériel, mais derrière, sur le plan cinématographique, il tente des choses qui sont assez années 90 en soi aussi, mais qui renvoient aussi, je pense, peut-être que c'est ce qu'il voulait, à un cinéma d'antan où on avait plus d'ampleur. Ne serait-ce dans les décors, etc., parce qu'il y a des décors gothiques. On reviendra sur cet escalier par un moment, là, c'est un truc qui est fascinant, parce qu'à un moment, on se dit, mais pourquoi? Parce que la grandiloquence du tout fait qu'il va y avoir un jeu sur les décors aussi, le labo, la création, tout ça, il y a des trucs. Et je me suis dit, en fait, c'est comme si Kenneth Branagh, je pense qu'il a vu l'idée comme ça, il a fait tapis, comme au poker. À un moment, je mets tout. Je donne tout. Moi-même, je joue Victor Frankenstein. Je donne même physiquement de moi-même. On reviendra sur le physique de Kenneth Branagh. Et je peux comprendre aussi pourquoi les gens ont pas apprécié, parce que d'ailleurs, je rentre dans l'art direct. Est-ce que tu comprends celles et ceux qui disent que le film est prétentieux, voire égocentrique? Parce que je sais que c'est des reproches qui ont été faits et pas que sur ce film d'ailleurs, à Kenneth Branagh. Oui, alors je comprends tout à fait ça. Mais ça, à titre personnel, ça me dérange pas. Au contraire, je l'embrasse plutôt. Mais je peux oui, de toute façon, je peux pas dire le contraire. C'est flagrant. C'est un ego trip, le Frankenstein de Kenneth Branagh. Mais pour moi, c'est pas un ego trip gratuit. D'ailleurs, tu as déjà évoqué pas mal de petites raisons pour lesquelles on peut ressentir ça. Il y a beaucoup d'art dedans, beaucoup d'art mélangé. Il y a beaucoup de respect des œuvres du passé. Il y a cette volonté de tendre vers le gothique, mais je dirais même peut-être même surtout vers le romantique. C'est quelque chose qui ne se faisait quasiment plus du tout. Les débuts des années 90, arrive la mode de l'anti-héros de manière de plus en plus prononcée. Tout ce qui est très romantique, les belles histoires d'amour et tout ça, ça commence à partir un peu en sucette. Et même si c'est aussi le cœur du Dracula de Coppola, notamment, l'histoire d'amour de Dracula de Coppola, elle est malmenée de bout en bout. Concrètement. Donc, et elle n'est pas saine, elle est même carrément malsaine, cette histoire d'amour entre Dracula et Mina, dont on ne saura jamais vraiment si elle est vraiment attirée ou si elle est sous influence. Donc, c'est super intéressant tout ça. Donc, j'entends toutes les critiques qu'on peut apporter sur ce film. En revanche, je trouve un peu facile ce qu'a dit par exemple Darabont. Il a dit que c'était à la fois le meilleur script qu'il avait lui-même écrit et le pire film qu'il ait jamais vu de sa vie. Faut pas exagérer. Si ça, c'est le pire film qu'on ait vu dans une existence, moi, j'en veux bien comme ça tous les jours, des mauvais films, quelque part. Parce que, oui, je pense que c'est surtout, là aussi, un ego trip. C'est-à-dire que Darabont et Coppola sont aussi des gens d'ego qui font des œuvres absolument magnifiques et qui n'ont pas engagé le bon bonhomme. Parce que si tu veux un yes man, tu prends pas Kenneth Branagh. Tu sais très bien que quand t'embauches quelqu'un qui, depuis le début, triche pas sur la marchandise, qui réadapte tous les scripts, peu importe qui les écrit, avant de faire son film, il réécrit le script. C'est lui qui va faire les storyboards, qui va tout prévoir, c'est lui qui va prévoir la mise en scène, c'est lui qui va diriger les acteurs, et c'est lui-même qui va jouer, non pas un petit rôle, mais systématiquement le rôle principal, comme tu l'as rappelé en tout début d'émission. Donc, si tu vas chercher Kenneth Branagh, à quelque part, j'ai envie de dire, tu sais à quoi t'attendre. Donc, tu sais que le film ne va plus être le tien, que tu sois producteur ou scénariste, mais ça va devenir celui de Kenneth Branagh. Et moi, pourquoi j'aime autant ce film-là? Parce que c'est 100% le film de Kenneth Branagh. Et moi, j'ai une grande phrase que j'ai depuis l'adolescence qui énerve beaucoup de gens. C'est, pour moi, le grand écran, ça se mérite. Eh bien, le Frankenstein de Kenneth Branagh, ou plutôt Mary Shelley's Frankenstein,
Bon sang, son grand écran, il le mérite. Et il le mérite pas une fois de temps en temps, il le mérite à chaque plan. Tu sens qu'il prend plaisir à construire quelque chose de larger than life, de grande envergure, de virevoltant, d'intense tout le temps. Le film dure dans les 2 heures et tu es constamment au pic de ce que tu dois ressentir. Tout le temps. Que ce soit dans le romantisme, dans le gothique, dans la terreur, dans le suspense. Aussi, n'en déplaise à Monsieur Darabont, dans l'analyse, dans la psychologie humaniste du personnage, etc., que moi je trouve pas si évincé et si édulcoré qu'il a pu l'affirmer. Voilà. Et puis surtout, il faut rappeler que, donc on est en 94, ça se tourne en 93, on revient de loin. Il y a encore eu à ce jour-là aucune adaptation entre guillemets fidèle de Frankenstein. Alors attention, je dis ça sans animosité aucune. Hein. Moi, j'adore le Frankenstein, le Frankenstein de Well et surtout encore plus la fiancée de Frankenstein. D'ailleurs, j'ai regardé les vidéos que tu avais consacrées et thumbs up au passage. Voilà, c'était super. Mais ça n'empêche pas que oui, toutes les libertés. Pourquoi changer le nom de Victor en Henri? Pourquoi changer l'époque? Pourquoi changer l'aspect même de la créature? Ça, on va en reparler aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que ce film, pour moi, mérite, là je reviens sur le Branagh, mérite son statut d'œuvre unique au moment où il sort. Alors, c'est très facile de le dénigrer aujourd'hui, d'autant plus avec l'approche, l'annonce et l'approche de celui de Guillermo del Toro, qui est d'ores et Voilà. déjà quasiment encensé par tout le monde juste sur la base d'une bande-annonce. Ou moi, à titre personnel, j'adore Del Toro aussi, donc c'est pas moi qui vais le mettre au pilori. Mais la bande-annonce ne m'a pas emballé plus que ça. Elle m'a bien teasé, mais ce que j'y vois, il y a beaucoup de choses que je le vois déjà dans le Branagh. Et quand je lis passer aussi de là, pas des critiques, mais des réactions, des reaction trailers, comme on dit, oh, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. C'est pas vrai. Ça, Je veux dire, la neige, on l'a vu, le bateau, on l'a vu, la créature elle-même. Alors, c'est différent, mais ça, la créature, on va certainement en parler beaucoup plus longuement plus tard, donc je ne vais rien dire tout de suite là-dessus. Mais enfin, voilà, je ne suis pas hypé plus que ça, dans la mesure où j'ai un amour viscéral pour celui de Branagh. Et voilà, je suis déjà trop long, donc je vais garder des cartouches pour Non, mais après. c'est la mode, ça. Ça, c'est une mode qui n'était pas dans les années 90. Voilà. C'est la surexploitation des bandes annonces et des trailers. Exactement. Et puis cette tendance à juger avec les valeurs d'aujourd'hui une œuvre qui a 30 ans. Alors, bien sûr que tu la juges quand tu la découvres, mais il faut essayer de la replacer dans son contexte, quoi. Bah de toute façon, en soi, dans l'approche gothico-romantique, opératique et tout, elle est un peu intemporelle, en fait, l'œuvre. Parce que les gens en 94 auraient dû dire, oh là là, c'est vieillot. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont dit ça dans l'approche. Il y avait des plans, il y a des plans vieillots qui, bien sûr, sont volontaires. Je pense au tout début, le premier plan de la main de la créature qui arrive avec en plus voilà, qui arrive tout de suite dans la glace. Je crois, voilà, ça reprend un plan de la Hammer. C'est pas Branagh qui d'un seul coup passe oh bah tiens, je vais leur faire un petit jumpscare. Non, c'est une référence. C'est l'héritage du passé. Et puis il y a du Whale ailleurs. Et puis voilà, il y a du Fisher ici. Et puis il y a surtout beaucoup de Branagh là. Oui, et puis c'est un film, alors justement, à un moment il accepte, nous on accepte, spectateur ou pas, après c'est chacun évidemment à son ressenti, mais au-delà d'accepter dans un pur avis, on va prendre le film et on voit comment il déroule son cinéma, Kenneth Branagh. Et là, c'est un film où il joue sur les dualités et les symboliques qui vont avec. Ça peut paraître pas très subtil parfois, mais bon, dans l'approche, c'est normal. Mais par contre, moi j'aime bien, parce que ça, par exemple, au-delà même d'un avis que je pourrais avoir dessus, sur le plan de l'analyse, c'est des choses, il y a des plans, il y a des séquences que je pourrais faire analyser à mes élèves, par exemple, parce que je suis prof d'anglais. Il y a des choses qui, dans l'approche, c'est-à-dire, imaginons un jour, je ne sais pas si ça sera au programme, hein, le livre, en plus ça pourrait, hein, le livre de Mary Shelley pourrait être au programme des spécialités d'anglais en première ou terminale. Je ne serais pas étonné que ça arrive. Pour faire rentrer un peu dans l'œuvre, accompagné du roman et tout, quelques idées visuelles, le Branagh serait intéressant, par exemple. Et c'est vrai que dès le début, il va opposer. Alors, il y a une forme d'opposition qui va être... Il y a plusieurs oppositions dans le film. Alors, déjà, pour présenter les deux oppositions principales, bon, l'opposition créateur-créature, ça, c'est la base de l'histoire. Mais il y a aussi opposition entre la vie et la mort, perpétuellement. Hein, même la vie amène la mort. Okay, et évidemment, dans les thèmes, sur les éléments entre le feu, la glace, le feu et la glace. Et dès le début du film, il y va, hein. C'est-à-dire qu'on a, en effet, on a fait cette remarque en off, la petite apparition, la première apparition de notre cher Kenneth alias Victor. C'est pas sur la planète Hoth de Star Wars, parce que c'est vrai qu'on a rigolé sur ça, parce que quelques années après, il était
supputé qu'on pouvait avoir Kenneth Branagh en Obi-Wan, qui était peut-être trop âgé pour le rôle. Et il apparaît là. Alors, ce qui est très intéressant sur ce début, d'ailleurs, on a l'opposition créateur-créature potentiellement, parce qu'au loin, on voit arriver quelque chose. Si on se souvient du bouquin, il y avait aussi cette ambiguïté, le colosse au fond, là, et tout. Et non, c'est le créateur qu'on voit arriver. Et donc, d'emblée, il y a le fait que les deux personnes sont sur la même pièce, quoi. Et après, on va nous raconter l'histoire. Première apparition, comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'image là, on voit le maquillage et tout dans les cheveux. Et tout. Il y a cette idée presque de décorum théâtral dans l'imagerie aussi. Qui est totalement assumée. Et c'est là où je pense que certaines critiques ou certaines personnes, tout court, passent à côté de quelque chose quand ils s'arrêtent là-dessus. Ils se disent « Ah, ça fait fake ». Mais ils ne se disent pas « Ça peut être volontaire aussi de faire un peu fake ». C'est-à-dire que là, son choix théâtral, d'abord, c'est tout le cinéma de Branagh. Donc, or, quand il fait ses comédies de mœurs type Peter's Friends, que tu avais d'ailleurs extrêmement bien chroniqué aussi sur ta chaîne, thumbs up au passage, et ou Au beau milieu de l'hiver, pour citer que ces deux-là, voilà, où là film on est de dans Noël, un... hein. Au milieu de l'hiver, c'est un film de Noël. En prochaine vacances de Noël, peut-être. Exactement. Donc là, on est à la fois dans une volonté de raconter de manière le plus réaliste possible cette partie du roman qui a jamais été adaptée avant à ce moment-là, et de se départir en même temps du roman par son rythme. C'est-à-dire qu'à la fois, on respecte ce qui s'y passe, on respecte la chronologie, on respecte les personnages, on condense la chronologie, bien sûr, on est au cinéma, tout se passe, on a l'impression que là, ça se passe sur quelques heures, alors que dans le roman, ça se passe sur des jours et des jours, à travers des lettres que le capitaine de vaisseau envoie à sa sœur, etc. Et c'est un roman épistolaire, en tout cas au début. Après, ça devient une narration, et puis des extraits de journaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça dans l'œuvre de Shelley. Mais l'œuvre de Shelley, selon moi, elle n'est pas adaptable en l'état. Parce qu'elle est elle considère pas les choses les plus cinématographiques dans son œuvre. C'est pas ce qui l'intéresse le plus. Donc, elle met des thématiques très fortes, mais les pages et les pages et les pages de description qu'elle accorde, par exemple, c'est pas sur la création, c'est même pas sur la créature, c'est vraiment sur les états d'âme des personnages et étonnamment aussi beaucoup sur les paysages croisés au fil des années. Dès qu'un personnage voyage, là, on a une foultitude de détails, des villes et villages, des forêts, des lacs passés, parce que tu sens que peut-être a-t-elle fait elle-même ses voyages, notamment en Suisse, puisque de toute manière, tout a démarré là, à la Villa Diodati, avec Lord Byron et tout ça. Tu en as déjà parlé dans tes émissions précédentes, donc ça ne sert à rien que je revienne là-dessus. Je réinvite les gens à aller les écouter. Et donc, pour moi, Branagh fait un choix manifeste et il y a aussi ce dialogue avec le spectateur où il te dit à la fois, ça s'appelle Mary Shelley's Frankenstein. Le film s'ouvre sur une citation, non pas du roman, mais de la préface de Mary Shelley, donc de Mary Shelley qui s'adressait à ses lecteurs. Donc là, tu as à la fois la voix d'outre-tombe quelque part de Shelley qui donne sa note d'intention par rapport à son récit. En même temps, c'est Branagh qui te dit, bon, on va essayer de coller le plus possible au roman, mais dès la première séquence, il te fait comprendre que finalement, le roman, il le fait sien et qu'il va un petit peu le malmener. En tout cas, dans son rythme et dans son corps, quoi. Parce que tout va très vite, c'est haché. Je veux dire, là, sur le plan qui suit, par exemple, il y a les chiens des marins qui vont se détacher. Montage rapide. On entend la créature au loin qui crie et les chiens sont détachés. Et là, il leur dit, en gros, inutile d'essayer de les rattraper, ils sont déjà morts. J'ai pensé à The Thing de Carpenter, mais bon. Il y a de ça, mais c'est très bien. Et je pense que Branagh aussi y a pensé. Parce que c'est assez manifeste dans la manière dont c'est tourné, je trouve, et dans l'intention, quoi. Et ces plans très, très brefs, très rapides sur les chiens que la créature exécute très, très sommairement et très facilement, en leur claquant le cou ou en les claquant contre la glace, etc. Ce sont des plans qui sont en gros plan à l'écran, mais très furtifs. Et s'ensuit un rythme très, très, très haché des déclarations de Frankenstein. On rentre très vif dans le sujet. On voit un plan cabine, on voit un plan des marins à l'extérieur, on retourne sur un plan cabine. Kenneth Branagh nous emmène sur ces plans toujours décadrés, débulés, etc., pour qu'on comprenne qu'il y a un malaise. Ça, c'est son cinéma à lui. À côté de ça, on a donc ce fameux plan sur la main de la créature qui arrive dans la glace façon Hammer. Donc, il y a un peu tout qui se mélange. Ça virevolte déjà. Il demande à Patrick Doyle, à la composition, d'en faire des caisses. Mais je le dis sans malice, moi, à titre personnel, tout de suite. C'est-à-dire qu'on est dans une œuvre, et tu as toi-même dit le mot en début d'émission, opératique. C'est le mot le plus important de ce film. On est dans un ballet.
c'est un film qui danse, c'est un film qui a un rythme soutenu tout du long, que ce soit par ses chorégraphies d'action, ou même ses chorégraphies tout court de scènes de danse, on y reviendra, et aussi par son sens du rythme et du montage, et le cadrage, et certaines transitions d'une scène à l'autre, etc. Tout est lié. On est dans un tourbillon non-stop de 2 heures. Il y a des gens qui détestent ça. Il y a des gens qui auraient voulu, et je pense que c'est le cas de Darabont, d'après ses déclarations, quelque chose de beaucoup plus bavard, de beaucoup plus posé. Et moi, je trouve que ça avait déjà été fait, ça. Même le Whale est 10 fois plus bavard que celui de Branagh. Et alors, les Fisher, je ne vous raconte pas. La créature, on la voit 10 minutes. Quoi. Genre, dans Frankenstein s'est échappé, on le voit, on voit Christopher Lee aller peut-être un quart d'heure maximum. Enfin, je ne sais pas. C'est un film sur le créateur. Voilà, donc, et je critique pas, attention, hein, ce sont des visions, des prises de position très radicalement différentes, où chacun amène sa pierre à l'édifice pour construire un mythe Frankenstein global hyper intéressant. Mais là, encore une fois, ce que Branagh propose à ce moment-là de son cinéma à lui et du cinéma de genre tout court, on l'avait encore jamais vu en termes de Frankenstein. Donc bravo. Après, il y a eu des adaptations plus longues en séries télévisées, notamment par des chaînes anglaises. Je ne sais plus si c'était la BBC ou pas, mais en tout cas, il y a eu un téléfilm, mini-série, on va dire, d'envergure qui était plutôt pas mal et qui là se voulait quelque chose également d'assez fidèle à Mary Shelley. Et depuis, on n'arrête pas d'alterner entre films soi-disant fidèles, reprises un peu plus contemporains, un film avec Daniel Radcliffe plus sur l'assistant que sur le docteur Frankenstein lui-même. Il y a I, Frankenstein qui était censé faire partie de Dracula Untold, je sais plus quoi, enfin il y a un peu tout qui se mélange. Donc on est dans une espèce de bouillabaisse totale quoi autour de Frankenstein. Et là au moins on a un film qui se tient, qui respecte le matériau d'origine et qui sait s'en départir quand il faut. Et là encore, je laisse pour le fil de la discussion. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça va vite, c'est vrai. Tu veux dire, il commence à raconter son histoire, donc l'enfance où il découvre sa sœur adoptive qui deviendra son âme sœur plus que sa sœur. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'il y a un rapport. Dans cette histoire-là, il y a un rapport incestueux, tu vois ce que je veux dire, qui va être. On reviendra après sur la scène de danse et tout, le premier baiser. Dans les dialogues, c'est frontal, j'ai envie de dire. C'est affirmé dans le dialogue, vraiment affirmé dans le dialogue. C'est une façon aussi que Branagh a de peut-être critiquer, de regarder avec un regard amusé la noblesse, ou évidemment, de toute façon, des cousins et des cousines, hein, c'était assez habituel. Alors, après, dans son début, il y a une transition entre l'enfance et alors l'âge où il doit avoir 20-25 ans. En gros, bon, on voit c'est Kenneth Branagh, il est plus âgé, mais c'est pas grave, c'est la suspension consentie d'incrédulité du cinéma aussi. Il y a une transition quand on voit la première fois où Kenneth Branagh apparaît dans son récit, pas au début, c'est une transition de feu. Oui. Et là-dessus, voilà, et ben oui, Prométhée qui veut essayer de toucher, c'est à la fois Icare et Prométhée d'ailleurs, il essaye de s'emparer, là il touche le feu de Dieu, quoi, le feu sacré de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transition avec un serrage de main avant, et j'ai pensé à cette transition célèbre de Laurence d'Arabie, par exemple, alors c'est une allumette évidemment, et je crois que savoir que Kenneth Branagh, peut-être pas Laurence d'Arabie en tant que tel, mais il apprécie beaucoup le cinéma de David Lean, par exemple. Ah oui, complètement. C'est défile, Kenneth Branagh. C'est un énorme transition Kubrick aussi, c'est qui a fait beaucoup de transitions. Je pense qu'on voit l'école du cinéma qu'il aime aussi. Tout mais bon, et... symboliquement, on le voit. La première fois, on voit le Frankenstein savant scientifique qu'il est devenu, il touche le feu. Voilà, il touche le feu et là, sur ce même plan, après, en fait, son visage va rentrer dans le cadre par le haut. Et on va le voir rasé de près, c'est la petite artifice scénique, on va dire, pour faire comprendre que c'est avant qu'il est plus jeune, parce que oui, il paraît un peu plus jeune sans sa barbe. Voilà, bon, on va dire que c'est ça comme ça. C'est l'artifice. Clark Kent a ses lunettes et hop, je deviens Superman. Bon, Kenneth Branagh, il a sa barbe. C'est tout ça. Et donc, au-delà des références qui sont très justes, hein, que tu viens de souligner, il y a dans ce plan toute la thématique de tout ce qui va suivre et les influences picturales de Branagh d'entrée de jeu, parce que c'est à la fois donc le feu, tu l'as dit, mais c'est là le doigt qui touche le feu, voilà, donc le doigt de l'interdit, voilà, et en même temps le doigt de la création. Et juste après, il va y avoir ce jeu entre lui notamment et Helena Bonham Carter, où ils vont se toucher les mains et les doigts plusieurs fois, et souvenez-vous, hein, Michel-Ange. Ah oui. La création. Oui. Hein, voilà, tout simplement, que tout le monde peut voir à la Chapelle Sistine, etc. Il y a toujours dans les Branagh des influences graphiques issues des plus grands peintres, etc. Donc, tiens, la transition est toute là, trouvée. Il se touche les doigts, forcément. Voilà, à cette scène-là, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est bien, ça, parce que ça, là, pour le coup,
Et oui. ça renvoie au théâtre, à la théâtralité de Branagh. D'ailleurs, des scènes un peu dansées de carnaval, de bal, dans Much Ado About Nothing, il y a Ah bah, ça, et ça dure, là, exactement. le Et bal des masques et tout, là. ça va même plus loin, c'est-à-dire que cette chorégraphie de valse, il la reprend à l'exactitude au début de Cendrillon, bien des années plus tard, Bah quand la oui. petite Cendrillon, encore petite et qui est encore heureuse, c'est un moment, c'est un des rares moments où elle est heureuse dans le film, reproduisent les exacts mêmes pas avec son père. Voilà. Donc, et en fait, le cinéma de Branagh, beaucoup lui je le dis parce que beaucoup lui reprochent de ne pas avoir de style. Souvent, on m'a rétorqué ça. Branagh n'a pas son style à lui. Je me porte complètement en faux parce que de film en film, j'y vois une vraie évolution visuelle. Alors certes, à chaque sujet, il va aller s'inspirer d'œuvres picturales. Donc là, je citais Michel-Ange, mais il y aura aussi du Léonard de Vinci plus tard dans Frankenstein, naturellement, avec l'homme, voilà, la fameuse représentation de l'homme dans sa globalité que tout le monde connaît. Et donc, c'est important pour moi voilà, d'insister un petit peu là-dessus. Et donc là, sur cette scène, donc il y a d'abord eu une scène où les doigts se touchent avec carrément l'électricité. Et au moment Ah, où bah, ça l'électricité commence. arrive, il y a ce mot qui dit, il dit à Elisabeth comment elle se sent après l'expérience en haut de la colline, qui fait un petit peu Mélodie du bonheur d'ailleurs. Donc il y a aussi une autre référence à autre chose. Et avec le cerf-volant, tout ça. Et au moment où l'électricité arrive, on entend Madame Carter qui dit Alive, je me sens en vie, quoi. Et là, tu Oui, c'est as vrai. l'électricité. Donc, effectivement, c'est pas forcément subtil, mais c'est Non, encore mais une il joue fois, sur c'est les pas ce codes. qu'ils recherchent. D'ailleurs, c'est de l'humour, parce qu'il y a un peu d'humour branagien Complètement, aussi. Il y a, complètement. dans le film, c'est parsemé. Alors, c'est pas trop, mais des fois, quand même, dans les petits moments de bonheur tranquille, il y a ou de l'ironie, ou de l'humour. Là, par exemple, dans le dialogue de ce moment de danse, avant, il dit comment un frère et une sœur se disent au revoir, après ils s'embrassent sur la C'est ça. bouche. Non, oui, parce qu'après, en fait, il passe par toutes les étapes. Donc, sœur, confidente, amie, amante, le mot est prononcé, lover, en dernier, quoi. Et donc, il se baisse pour la demande en mariage, il dit wife. Et en fait, c'est même pas des phrases, c'est que des échanges de mots. C'est une joute de mots. Et il y a encore un truc, là, le plan le montre bien, ce que j'adore aussi dans le cinéma de Branagh, et qui reste très théâtral, c'est que dans la plupart des films, quand les deux personnages s'isolent sur le balcon ou la terrasse, on les voit côté jardin. C'est-à-dire que derrière eux, on devrait voir le jardin pour les isoler du monde. Et chez Branagh, non, il y a toujours cette fenêtre. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans le Crime de l'Orient Express, où on verra toujours tous les personnages à travers les différents wagons. D'ailleurs, dans le Crime de l'Orient Express, il expose tous les personnages par un travelling sur le quai, où on les découvre tous à travers leur cabine ou dans le. Voilà, donc il y a ce jeu-là du miroir, voilà, de la fenêtre, du regard sur le regard, etc. Donc du chant et de l'arrière-champ, et pas du contre-champ, mais de l'arrière-champ. Donc là, ils se sont isolés, mais on voit la vie qui est derrière. On voit le bal derrière, on continue à le voir. Donc voilà, c'est la petite C'est le histoire, surcadrage. toujours dans la grande, quoi. Moi, je trouve ça fascinant. Et puis la musique qui virevolte et la scène de danse aura une importance quand on verra la photo de l'escalier tout à l'heure. Oui, le fameux surcadrage qu'il a pour les coups, les met dans leur univers. Mais ils sont dans Exactement. le monde, mais ils sont dans leur monde. Et puis d'ailleurs, au fond, on voit quand même les bougies qui brûlent parce qu'il y a toujours un peu de feu, pas loin. Toujours le Toujours. feu. Et c'est intéressant, c'est que tu le disais ça chez Samir. Hein, là, il y a des discussions un peu avant et tout, où ils sont de profil pour parler. Et tu t'en parlais Toujours de pas mal. profil. Et Oui, là, on le voit ça me fait plaisir que tu aies relevé voilà. ça. Ben oui, parce Et que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans le film précédent, avec Emma Thompson, qui oui, était faut pas encore à l'oublier, l'époque sa compagne, faut pas l'oublier. la pauvre Emma Thompson, c'est vrai qu'elle lui en a. Je ne sais pas s'ils se sont réconciliés depuis, mais ça a été dur, je crois. Ça a été très très dur. Voilà. Et ben, il y a beaucoup de dialogues, de profils entre les deux. Et il y a même une scène avec une croix et tout. Et il y a une scène plus tard dans le film, alors j'ai pas pris le plan là, où il y a aussi l'idée de la croix qui juge derrière. Je crois que Kenneth Branagh est plutôt protestant. Je ne sais pas s'il est très croyant, mais il a quand Oui, même oui. Il y a ce plan où justement il est très désespéré quand Elisabeth vient le rechercher, etc. Après qu'il ait fait sa création, et c'est le moment où il va finalement accepter de se faire ramener à la réalité un petit peu. Effectivement, il est lui décadré sur la droite, et il y a une Oui. croix qui prend tout l'espace sur le côté gauche. De toute façon, les croix, on les assez voit là. magnifique. On Et les en voit, fait, les croix dans la vie. bah ouais, la petite astuce de mise en scène de Branagh à laquelle tu faisais allusion et que j'avais relevé chez Samir, et ça me fait vraiment super plaisir que tu ressortes ça pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo sur Samir, mais ils vont aller la voir après. En fait, j'expliquais que, encore une fois, on parle d'un cinéma très théâtral, et qu'au théâtre, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre? C'est un plan séquence, c'est un plan fixe qui change même pas de valeur de cadre, et où les personnages, quand ils se parlent, souvent, très souvent, se font face. Eux. Donc, on les voit beaucoup de profils quand on est un spectateur dans la salle, etc. Et Branagh, il surjoue le profil, surtout dans Hamlet. Comme par hasard, la plus grande pièce de théâtre, enfin en tout cas reconnue comme étant la plus grande pièce de théâtre de tous les temps.
Voilà. Et là, toute la scène de Hamlet face au spectre de son père, c'est un plan sur le visage complètement de profil du père, suivi d'Hamlet, etc., avec de plus en plus près. Et de temps en temps, boum, quand il y a un mot percutant, alors là, on passe de face, souvent en très gros plan, pour balancer l'information, comme on ne peut pas le faire sur scène. Donc, il joue de ces codes-là, en fait. Et là encore, c'est de la mise en scène ultra maîtrisée, puisque c'est dans quasiment tous ses films. Même ceux qui marchent un peu moins bien. Je pense notamment à Artemis Fall, qui est un film qui n'a pas, pour le coup, qui n'a pas fonctionné sur moi, ou Jack Ryan, que j'ai pas aimé du tout aussi. Mais même là-dedans, il arrive à faire encore du Branagh. Et même chez Marvel. Même chez Marvel, dans Thor, il y a, en tout cas sur la première moitié du film, il y a énormément de Branagh dedans. D'ailleurs, il avait un petit peu feinté pour marquer son empreinte, justement, avec les plans décadrés, qui sont tellement décadrés dans Thor qu'il s'est dit comme ça, si Marvel veut essayer de les recadrer, ils n'y arriveront pas. Ils ont vraiment essayé, ils n'y sont pas arrivés, ce qui fait qu'ils auront ces plans décadrés. Donc, mais bon, du coup, il n'a jamais été réembauché. Oui, parce qu'il faut savoir que aussi Kenneth Branagh est un fan de comics, notamment Thor. Il aurait pu être fan des comics Hulk aussi, avec l'Abomination pour la création de la créature. Exactement. Parce que bizarrement, il y a des moments où j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas une référence à ces comics-là. Alors, j'ai pas trop la référence des comics de base, mais on peut imaginer qu'il a peut-être plongé son nez là-dedans. Mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, là, lui, le personnage de Victor, va mettre son nez dans la science, on va dire, occulte, si on veut, dans un certain sens quand même. Hein. Avec d'ailleurs, là, on voit le rapport déjà à la mort et à la vie, fatalement, puisqu'il a connu un drame absolu. Je crois que c'est avant où il perd sa mère. Hein, sa mère qui... Alors, ça, c'est un rajout de Branagh, parce que dans le roman, c'est pas ça. Dans le roman, elle meurt. Dans le roman, c'est fascinant, malade, parce qu'elle meurt d'une maladie qui a été contractée par la petite Élisabeth. Et c'est le fait d'adopter Élisabeth qui fait que sa mère contracte la maladie et qu'elle en meurt, alors qu'Élisabeth en est guérie. C'est vrai que sur un plan psychologique, dans le cadre d'un roman romantique de ces années-là, c'est génial, parce que du coup, Élisabeth arrive dans cette famille avec un poids terrible de culpabilité. Et c'est une culpabilité qu'elle va traîner sur toute la durée du film. Du roman, pardon, lapsus. D'ailleurs, on déculpabilise Élisabeth, pour le coup. Et en fait, on déculpabilise Élisabeth et on se recentre tout sur la motivation du personnage principal, qui reste Frankenstein, le créateur. Moi, je trouve ça pertinent. Ça ne change pas grand-chose, finalement, puisque Élisabeth, elle va avoir de quoi culpabiliser, on va dire, plus tard, avec la mort de Justine, etc., à d'autres niveaux. Donc moi, ça fait partie des petits changements qui ne changent pas. En revanche, c'est une des scènes les plus théâtrales du film et qui a forcément déplu à beaucoup de monde, parce que quand on voit Ian Holm qui arrive avec les mains en sang dans ce grand escalier, dans cette grande pièce qui paraît vide, voilà, ben voilà, c'est une scène. Plus tard, ça c'est plus tard, beaucoup plus tard, mais c'est au même endroit. Voilà. Mais bon. Et c'est vrai que cette scène arrive, et c'est bien sûr que cet escalier fait complètement décor de théâtre et carton-pâte. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est classe, et ça permet d'avoir une grue en intérieur, parce que finalement, on va vers Ian Holm en grue comme ça, doucement, c'est incroyable. Voilà, tu l'as ici. Parce que je voulais faire un écho entre les deux, et en effet, là, c'est très théâtral. C'est Shakespeare. C'est très théâtral. Mais oui. C'est même presque des tragédies opératiques, hein, plus même que Shakespeare. Exactement. Là. Alors, ça passe ou ça casse, mais de là, je comprends qu'on n'aime pas, encore une fois. Et tu sais quoi? Moi, si j'avais été dans un univers alternatif, Kenneth Branagh aurait pu en faire une comédie, enfin un film musical opératique en plus. Ça serait pas déconnant. Hein. Une adaptation opéra Il y a eu beaucoup de musicals sur scène, hein, produites d'après Frankenstein. Beaucoup de pièces de théâtre aussi. Ça s'est fait. Hein. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, à un certain moment, on pourrait imaginer que le film pourrait se poser et partir en chant un peu de ténor ou de. Voilà. Mais bon, après, ce qui est sûr, c'est que, la vie, la mort, tout ça, y compris même dans la tentative de création, il va prendre des anguilles et tout, ce qui est très intelligent en soi. C'est génial. Génial. Et le liquide amniotique. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc là, il y a quand même le liquide de la vie, quoi, pour faire. Voilà. Et puis, il va prendre des. Alors, évidemment, il y a celui qui a tué son mentor. Mentor John Cleese, une sorte d'antivax de l'époque, parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est ça, oui. C'est vrai que ça fait. J'y ai pensé aussi en le revoyant. Ah, la résonance avec l'époque Covid. Non, vous ne me vaccinerez pas. C'est génial. C'est absolument génial. Et il va prendre quand même le cerveau de son mentor,
le corps de celui qui a tué son mentor. Donc on sent l'abomination de la création d'emblée. Il y a quand même encore l'idée des oppositions et de la dualité de toute façon. Et après, bon, il va réussir la naissance de la créature en 2 temps. D'abord, il pense se foirer, puis finalement, elle est là, puis à un moment, il va essayer de la tuer ou de la laisser pour morte, puis elle va s'enfuir. Il y a tout un truc là-dessus. Et le fameux It's Alive, alors moi, tu sais, j'ai presque souri à ce moment-là, mais on en parlait aussi là. Voilà, le fameux. Alors, je vais enlever, il faut que j'enlève la bannière parce qu'il y a le mot, voilà, en bas. Oui, il y Voilà. a le mot. Bah oui, voilà. Et quand tu le vois comme ça, sorti du truc, tu te dis, bah, Kenneth Branagh, il est alive aussi. Il est très in shape même. Ah bah là, on est dans le ego trip terrible. C'est-à-dire que la Branagh, et je le dis avec toute l'admiration que je peux avoir pour lui, c'est pas un homme très beau, Kenneth Branagh. Je veux dire, à la base, il est même plutôt un petit peu potelé, tout ça. Voilà. Ouais. Et puis pour ce film-là, il a voulu se réinventer complètement. Et d'ailleurs, c'est le seul film où il apparaît un peu comme ça. Hein. Non, beaucoup de bruit pour rien. Il est shape aussi, mais on le voit moins. Voilà, il est très bien. Mais voilà, je dis pas ça de manière méchante ou provocante. Hein. Mais là, quand même, là, on est vraiment dans pourquoi à ton avis, cliché. pourquoi il a voulu se mettre in shape pour un rôle de scientifique en soi voilà. Je pense que c'est... Alors, moi, j'ai une théorie. Ce n'est qu'une théorie. Là, c'est ma théorie. J'adore le fait que sur toute cette scène de création, il soit torse nu comme ça. Parce que il va se retrouver, et je choisis mes mots, peau à peau avec son enfant dès la naissance. Et j'ai vu beaucoup de critiques, notamment dans un livre que j'ai de Pierre Berthommieux, je crois, qui analyse notamment Frankenstein. Et beaucoup y voient dans cette scène, quand justement ils sont tous les deux recouverts de liquide amniotique, que De Niro, il essaye de relever De Niro, ça glisse, ça repart. Beaucoup y voient une allégorie, une scène un peu malsaine et sexuelle. Ah, on en revient à l'inceste. On en revient à l'inceste. Alors moi, je la vois pas comme ça. Je la vois pas comme ça. Je la vois vraiment comme un père privé de grossesse qui accouche d'un enfant. Ok, on est dans le liquide amniotique. C'est pas ce qu'il y a de plus bandant, pardon pour l'expression, mais voilà. Et puis ces deux corps, finalement, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de relever le gars. J'y vois aucune lutte amoureuse ou à connotation sexuelle. Ça glisse, ça retombe. Et puis surtout, pour moi, on est dans le pot à pot que le père et le fils font à la naissance et qui est le premier vrai contact et le premier vraie sensation de tiens, j'ai enfanté. Cette vie est une résultante de la mienne et je l'ai contre moi. Alors, c'est peut-être parce que moi, je suis pas très scabreux dans ma tête et dans mes appétences cinématographiques que j'ai pas une autre lecture que celle-là, mais je trouve la scène très belle, pour le coup sans musique. C'est un des très rares moments. Alors, il y a eu la musique tonitruante magnifique du morceau The Creation juste avant, mais justement après le It's Alive, It's Alive, il n'y a plus de musique. Sauf un petit peu là quand il se retourne et puis que la créature va sortir du caisson. Mais en revanche, sur cette scène où ils déglissent l'un sur l'autre, il n'y a pas de musique, on est dans le silence, ils souffrent. Et pour moi, c'est pas du tout un événement sexuel, c'est l'accouchement de Branagh et qui ne peut pas accoucher de manière normale. C'est quelque part le vrai accouchement. Parce que finalement, il a juste réanimé un corps avec l'électricité, tout un système, etc. Que d'ailleurs, Marie Shelley n'a jamais pris soin d'expliquer. Elle n'a jamais expliqué vraiment la création. Elle n'a même jamais vraiment expliqué la créature. Et si je veux faire un peu de provoque, elle n'est pas cohérente, la créature de Marie Shelley, dans le roman. Puisque à la fois, elle dit que c'est un être créé par la chimie, mais en même temps ça reste une créature assemblée par des morceaux de corps. C'est vraiment dit dans le roman. Pourquoi il fait 3 mètres quand tu vas dans les cimetières pour juste assembler une jambe par-ci, pourquoi il ferait 3 mètres voilà. Alors, ce qui a l'air d'être le cas justement dans le Guillermo del Toro. Donc, on va voir comment il se sort de ça, Guillermo. Mais Branagh, lui, il est face à ce dilemme. En plus, on lui a entre guillemets imposé, mais ça se refuse pas. Puis il était très content du choix de De Niro. Mais du coup, tu peux pas faire une créature de 3 mètres avec De Niro. Hein, ou alors tu fais du CGI qui n'existait pas encore en 94. Donc, ce choix-là, pour moi, il se justifie par ça. C'est-à-dire que tant pis par rapport à la correspondance avec le roman, on ramène aux intentions du roman. Et les intentions du roman, c'est quoi? C'est une créature désespérément humaine, en quête d'un amour paternel qu'il n'aura jamais, et qui du coup va semer la désolation. Il n'y a aucune raison que ce personnage fasse 3 mètres de haut, 8 pieds en anglais. Voilà. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve le maquillage hyper précis parce que là, on est juste sur de la couture de morceaux de viande recousus ensemble. Et en plus, plus les scènes évoluent et plus la cicatrisation s'opère. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer un petit peu le temps qui passe. C'est super maîtrisé. Je trouve que De Niro joue très bien. Et
Et puis je voulais aussi rapidement boucler la boucle avec l'escalier de la séquence d'avant, parce que on voit plusieurs fois donc l'escalier au début. Quand Elisabeth arrive, ils sont dans cette grande salle, on les voit jouer du piano. C'est une salle énorme. Il y a soit ils sont au coin du feu, soit ils sont autour d'un piano, soit il y a l'accouchement, etc. Et puis finalement, en fait, arrive ce moment où il y a le grand bal. Et tu comprends que plusieurs scènes plus loin, quelle est la fonction de cette pièce dans le manoir du père Frankenstein. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression comme si Branagh te dit, bon là, je te mets un décor qui ressemble à rien qui est très beau, mais qui a aucune logique apparente. Mais en fait, cette pièce a une fonction. C'est la pièce du divertissement. Donc, on va y lire un livre en intimité ou on fait un grand bal. Et du coup, cette pièce est vide parce que tant qu'elle n'est pas festive, quelque part, elle n'est pas occupée. Mais j'irai encore plus loin. Je me demande s'il n'y a pas une référence, autre référence littéraire d'un auteur, lui américain, que j'aime beaucoup, c'est Edgar Allan Poe pour Le Masque de l'âme en rouge. Complètement. Avec l'histoire du choléra autour en plus, le bal, en plus il y a du rouge. D'ailleurs, pourquoi pas un jour une adaptation de Poe par Kenneth Branagh? Ça serait pas déconnant. Ce ne serait pas déconnant du tout. On est dans la même école, on est dans la même sphère. C'est vrai que j'ai pensé à ça avec ces escaliers, surtout avec le rouge. Et oui, c'est vrai, maintenant que tu dis, en plus, c'est celle de bal, pour le coup, on est plein dedans. Puis pour revenir à l'histoire du corps à corps, peau à peau, on peut aussi voir la continuité, l'extension de cette dualité. C'est que comme ils sont plus ou moins l'un la face de l'autre et tout, ils sont très réunis sur ce moment-là aussi. D'ailleurs, c'est un moment de fusion. C'est un moment de fusion et de dissociation. C'est un moment de surimpression avec le scientifique qui était contre Frankenstein, là, qui balance une sorte d'avertissement et tout. Ça aussi, ça manque dans la subtilité, bien sûr, mais l'idée que derrière, il va y avoir... c'est comme si Dieu jugeait cette création. Voilà, c'est intéressant. C'est le Dieu scientifique local. Alors, la science et la religion, c'est une opposition intéressante, là aussi. Ça joue un petit peu là-dessus. Puis après, évidemment que notre créature va essayer de s'émanciper. Alors, elle s'en va, pour le coup. Elle n'est pas morte. Elle s'en va. Alors, plus ou moins, Victor pense que la créature, il s'en fait plus trop. Pourquoi pas, hein. Mais pendant ce temps, la créature, elle est là. Alors là, on a quelques close-up comme ça, hein, quand même. Il faut savoir que Robert De Niro, c'est pas qu'il a souffert sur le tournage, parce qu'il a beaucoup préparé. Il y a des moments, c'est beaucoup travaillé. Voilà, beaucoup travaillé un petit peu comme s'il allait interpréter Elephant Man. Par moment, j'y pensais un petit peu. Il y a ces idées-là. Donc, je crois qu'il a observé des gens qui avaient eu une sorte d'accident cérébral, qui un petit peu de paralysie faciale. Il y a eu ça, et puis de paralysie faciale, des gueules cassées, des choses comme ça. Donc, des gens qui ont eu de la chirurgie plastique forte. Et donc, il s'est inspiré de tout ça pour trouver son phrasé, sa diction, qui évolue au rythme de ses cicatrices tout au long du film et de son apprentissage. Et les gens parce qu'il est souvent critiqué pour ce film de Niro, hein, qu'est-ce qu'il fait là, il joue pas bien, le monstre c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, quand je vois De Niro à l'écran, je retrouve plutôt, si ce n'est le physique, je retrouve en tout cas l'intention du personnage de Shelley, pour le coup, hein, dans ces longues tirades qu'on peut lire. Oui, puis alors, c'est vrai qu'il a souffert dans le sens où il a dû porter une prothèse, tout le corps, hein, d'ailleurs, et tout. C'était un peu lourd pour lui, etc. Donc, effort physique. Je crois qu'il en est ressorti un peu fatigué de ce film. Et après, évidemment, là, c'est très proche du roman. Il va apprendre à parler en écoutant une famille. Ouais. Le premier mot qu'il apprend, c'est pour ça que j'ai choisi ce plan, c'est friend, évidemment. Alors, c'est la malédiction. Friend, il n'en aura jamais. Le plus proche ami qui, finalement, il aura indirectement, c'est son père, c'est le créateur. Ça, on y reviendra sur la fin. Il y a un beau geste de cinéma et d'adaptation sur la fin en tant que telle, d'ailleurs, qui boucle la boucle. Et alors là, c'est là où on a la triste. C'est toujours triste. Hein. Moi, quand tu lis le roman aussi, tu le ressens. C'est-à-dire que cette créature, elle essaye de se faire intégrer. Elle touche du doigt, on y revient, la possibilité grâce au personnage de l'homme aveugle, hein, qui... Alors, c'est vrai que là, tu aurais pu imaginer que ça dure peut-être 10 minutes de plus, toute cette séquence avec Frankenstein dans la forêt, avec ces gens. Ça va un peu vite. Dans le roman, alors, tu sais pourquoi ça nous fait ça? Je pense que ça nous fait ça parce que là, pour le coup, c'est des scènes qu'on a déjà vues, chez Whale notamment. Tu vois? Oui, c'est vrai. Et du coup, on les rapproche et on s'attend plus à ça. De même que l'absence de la scène de la petite fille, alors qui est bien présente dans le roman, mais qui ne se passe pas de la même manière, rappelons-le. Hein. Dans le roman, il sauve une petite fille de la noyade, point barre.
Et pour toute récompense, eh ben, on lui tire dessus, on le chasse, etc. Mais il tue pas la petite fille. Alors que chez Whale, on est en mode des souris et des hommes, et il se transforme plus en Lenny simplet qui, dans un moment de joie et d'euphorie, tue la petite fille. Donc Branagh décide volontairement d'évincer cette scène et de ne pas la reproduire dans son film. Autre choix scénaristique très intéressant qu'on a là et qui se départ un peu du roman, c'est que toute cette histoire de famille dans le roman est très longue. Elle est très longue. Et puis, c'est pas juste le papy avec ses enfants et puis les petits-enfants. Voilà, ce qui est là, Non, ce qui est le cas dans le on film. a le background du. On a un background pas possible. Ce qui est très intéressant dans le roman, parce que dans le comme roman, c'est intéressant. c'est des histoires embedded stories, comme on dit en anglais. J'ai plus le terme français, mais enchâssés. Voilà, des récits enchâssés de tout. Ah, ça s'entremêle. C'est vrai que ça va très très loin jusqu'à cette famille qui a été chassée, tout ça. C'est intéressant. Alors évidemment, ça c'est inadaptable. C'est inadaptable. Et je pense qu'en fait, pourquoi toute cette séquence est importante dans le roman? Parce qu'elle introduit le personnage de la dame arabe. Elle est présentée comme ça, la très jolie dame arabe qui est promise au fils du vieillard aveugle. Et en fait, c'est ce personnage qui, comme il les observe tout le temps, c'est à travers ce personnage à qui on va apprendre le français, enfin l'anglais. L'anglais. Du coup, lui, il observe. Et, voilà. Et Branagh, il se dit comment simplifier ça, parce qu'il n'a pas le temps de partir dans une histoire de sous-texte sur des personnages qu'on voit à peine dans le film. Donc, il a cette idée toute simple, de dire c'est un couple, ils ont des enfants, on apprend à lire et à écrire aux enfants. Ça suffit. Dans le cadre d'un film, ça suffit. La fonction de la scène, elle est remplie et très bien remplie. Voilà. Après, donc, je pense que certains détracteurs ont peut-être utilisé cela, c'est compréhensible en soi, pour dire que c'est un film qui s'intéresse plus au créateur, donc Branagh lui-même qui joue le créateur, qu'à la créature qui a un peu délaissé. Ego trip encore une fois, mais bon. Est-ce que Robert De Niro, qui est il n'a jamais vraiment eu un ego, mais comme il préparait beaucoup, il prépare toujours ses rôles à fond. Est-ce qu'il a bien apprécié l'idée? J'en sais rien. Moi, j'ai vu une interview de lui et une interview qui traîne sur. Il était en plein tournage d'un autre film, donc il était fatigué. Il n'avait pas l'air très, très passionné en interview de parler du film. Je ne sais pas si lui, non, il n'a pas gardé. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop, mais j'ai rarement vu De Niro passionné dans une interview. Ouais, de manière générale. Tu lui, vois, c'est plutôt envie il est génial, hein, je l'adore, comme tout le monde, mais il est plutôt détaché sur ce qu'il fait, j'ai le sentiment. Mais moi, je vois surtout ce qu'il a donné, et je pense qu'il doit à ce film-là. Alors, il ne le doit pas à Branagh, puisque rappelons-le, c'est Coppola qui le voulait et qui l'avait embauché avant même que Branagh arrive. Tu l'as même dit, c'est l'inverse, c'est lui qui a donné le nom de Branagh. Donc, voilà. Mais il doit beaucoup à ce film-là, en tout cas, parce que dans sa carrière, s'il y a bien un film qui ressemble pour le coup à aucun autre de ses rôles, c'est bien celui-là. Oui, c'est vrai que. Oui. Là, il y a une vraie performance. Il y en avait quelques-uns, c'est L'éveil aussi avec Robin Williams. C'est vrai, bien sûr. Il y a deux, trois quand on cherche. Peut-être à peu près la même année, c'est un peu avant. C'est pas très loin, c'est un peu concomitant. Ouais. Voilà. Et puis après, évidemment, la pauvre créature, vu qu'elle ne peut pas, elle est rejetée de partout. D'ailleurs, il y a dans le film, il y a toute une histoire de vindicte populaire. Mais bon, ça, c'est aussi, ça a été dans toutes les adaptations de mémoire, on y a droit. Et évidemment, à un moment, on arrive, il va falloir purifier par le feu, parce que on arrive à ces thématiques de purification par le feu quand même à un moment. Et le monstre, attention, la créature, parce qu'il voulait pas Branagh d'ailleurs, c'est plutôt la créature. Même si justement, le monstre, c'est péjoratif dans le film, il décide de prendre sa revanche. Et alors, évidemment, là, puisqu'on est dans un film grandiloquent, t'as le I will have revenge. Et il met le feu, voilà, c'est le bûcher funéraire avant l'heure. Et il se retourne face caméra, on zoome, gros plan sur le visage, et là, il crie Frankenstein. Alors là, c'est pareil. Je comprends que les gens aiment pas, mais moi j'adore. Alors ça s'explique pas, tu vois, mais je comprends tout. Je vois ce que les détracteurs voient. Bien évidemment, je suis pas aveugle pour le coup, sans mauvais jeu de mots, sans mauvaise analogie. Oui. Mais là, pour moi, on est dans la Hammer. Et quand c'est Fischer qui fait ça, on crie au génie, parce qu'on est dans un cinéma plus lointain. Quand c'est Branagh dans les années 90, on crie au ridicule. Bon, moi, voilà. Mais en plus, Branagh là-dedans, comme on disait tout à l'heure, il essaye de puiser aussi dans ses réserves cinématographique d'antan. On peut penser aussi sur le travail des décors, on n'a pas parlé tout à l'heure, à Orson Welles. Oui. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a du Citizen Kane, il y a plein de choses. Et oui, alors c'est ça. Tiens, ça me permet de glisser un truc que je voulais dire absolument à un moment donné dans l'émission, c'est que Branagh, pour moi, il met autant en valeur de cadre que ce qu'il met à l'écran. C'est-à-dire pourquoi j'aime ce film autant, parce que j'aime les décors, j'adore les costumes, j'adore le grain, j'adore la lumière de ce film et la musique, bien évidemment. Et donc,
pour toutes ces raisons-là, pour moi, ça suffit, ne serait-ce que ça suffirait à en faire un grand film. Mais il se trouve qu'en plus, le propos me convient, le rythme me convient, et que les petites différences par rapport au livre, il y en a des grosses qui arrivent dans la suite de la discussion, je les trouve assez pertinentes et plutôt intelligentes. Voilà. Donc, donc cette scène ne me pose pas de problème particulier. Et on peut citer le chef-op, directeur de la photographie, Roger Pratt, britannique, qui a travaillé beaucoup pour Tim Burton, pour Terry Gilliam. Oui. Et pour Terry Gilliam, ça peut se sentir par moment. Enfin, il y a un feeling, alors je sais plus sur, plutôt par exemple sur l'armée des 12 singes dans la photographie, dans la couleur. Hein, oui, notamment la scène de la peste, enfin du choléra, ou je sais plus, voilà, quand il y a, voilà, cette scène-là, elle fait très Gilliam dans le ton et même dans les choix de cadrage et de focale aussi. C'était le chef-op de Sacré Graal en plus, donc voilà. Bring Out Your Dead, finalement, on y revient. Mais c'est vrai qu'à ces idées-là, c'est un des grands chefs-op britanniques, hein, d'ailleurs, qui malheureusement, d'ailleurs, nous a quittés il y a quelques mois, le 31 décembre, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un hommage aussi indirect sur ce point-là. Et donc, évidemment, après la créateur, alors ça aussi, alors là, j'avais hâte d'arriver à ce moment avec toi. Ah, il va y avoir, alors évidemment, puisque le feu et la glace, à un moment, vont s'affronter, dans les Alpes, il va y avoir la première, enfin, non, pas la première, du coup, après la naissance, mais la confrontation, brève, hein, entre le créateur et la créature. Et il y a une scène extra, pour moi, mais en fait, d'ailleurs, c'est presque comme si c'était Dracula qui se jetait sur lui. Hein. Oui. Alors, ça, est-ce que c'était nécessaire, par exemple? Mais nécessaire ou pas, on s'en fiche. Alors, mais pourquoi déployer autant? Parce que là, on n'est pas loin du film à 2 doigts du film de super-héros, à 2 doigts. Je t'avoue que ce plan-là en particulier, c'est peut-être celui avec lequel j'ai le plus de mal moi-même dans le film. Parce que, effectivement, c'est même pas le fait qu'il soit moche ou surjoué ou en décalage par rapport au reste. Il l'est. Hein. Mais c'est à quoi sert-il, effectivement? Pour moi, il n'a qu'une fonction, c'est de mettre dans ce plan-là ce que Mary Shelley a mis un peu dans son livre et que Branagh n'a pas eu le temps ou l'occasion ou l'opportunité de mettre dans le reste du film, c'est-à-dire la surpuissance du personnage. Parce que finalement, tu vois, ça fait partie des rares caractéristiques que Shelley veut bien nous donner à ses lecteurs. Encore une fois, il y en a très peu. Mais on sait qu'il a une force surhumaine, qu'il est capable de sauter des distances. Effectivement, dans le roman, on le dit qu'il peut faire ça. On ne le voit pas nécessairement faire, mais on dit qu'il peut faire ça, se comporter comme une bête. Et là, à ce moment-là, il cherche à impressionner son créateur. Ça va précéder une discussion entre les deux où il veut vraiment inverser les rôles, quoi. Pour pas citer Superman, et le fils deviendra le père et le père le fils. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe sur cette scène-là. Donc, même là, malgré, j'ose le mot, le ridicule de ce plan, parce que pour le coup, il y a un côté ridicule quand il survient comme ça, quand il surgit comme ça, eh ben, il n'est pas déconnant sur le plan de l'intention. L'exécution, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour sortir cette petite figurine, alors qu'on ne va pas bien voir là nécessairement, mais pour dire que la meilleure adaptation graphique de la créature de Frankenstein telle que décrite chez Mary Shelley, eh ben, c'est celle-ci qu'on retrouve dans la série télé Penny Dreadful. Penny Dreadful, oui. Voilà. Où il y a une très très bonne. Alors, c'est une série grandiose, vraiment grandiose. Et dedans, il y a une itération de Victor Frankenstein et de ses créatures. Voilà, il y en a plusieurs. Et le monstre, l'originel, donc le même que chez Shelley et chez Branagh et autres, est bien présenté comme un personnage, donc déjà aux cheveux longs et noirs, voilà, une peau blanche presque translucide où on voit les veines, vous ne verrez pas là, mais faites-moi confiance sur parole, quoi. Dans le gros manteau qu'il a piqué à son créateur qui est trop grand pour lui, etc., etc. Idée qui est reprise d'ailleurs dans le film de Branagh. Donc voilà, quelque part, physiquement, alors que tout le monde se représente, notre ami Boris Karloff, dont la très jolie figurine est là derrière moi et que voilà, vous allez avoir du mal à voir aussi, mais voilà, physiquement, l'incarnation la plus proche de Shelley, c'est Penny Dreadful. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on en voit dans Del Toro, ça a l'air d'être assez proche, mais moi, au regard de la bande-annonce, qui à mon sens manque de grain, justement, ce grain et de cette lumière trop propre, voilà, qui est très contemporaine, etc. J'ai un peu peur, voilà. La charte graphique me fait un peu peur. Et moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je fais waouh, mais c'est un Hulk. En fait, Frankenstein, il a un Hulk, quoi. C'est plus Monsieur Hyde. J'ai eu l'impression de voir un Mr. Hyde. Mais malgré tout, Mary Shelley le présente comme ça, à droite à gauche dans le roman. Mais l'iconographie cinématographique nous l'a fait oublier.
Voilà. Donc, ça va être intéressant de voir comment il justifie. Moi, j'ai hâte de voir la création par Del Toro. Vraiment. Parce que comment il va justifier ce physique-là, qui correspond en partie à ce que dit Shelley, alors que Shelley, comme on l'a dit tout à l'heure, se contredit elle-même. Parce que si c'est un personnage fait juste à partir de morceaux d'humains, il n'y a aucune raison qu'il soit si grand. Ou alors tu lui mets 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. Enfin, pourquoi il ferait 3 mètres? Quand tu prends des corps déjà existants, pourquoi il ferait 3 mètres? Donc c'est très bizarre, quoi. Donc j'attends de voir ça avec appétence. Pour l'avoir, parce que c'est vrai que Del Toro est resté plus ou moins récemment. Après, bon, il y a eu son Pinocchio aussi, mais sur la série Cabinet des curiosités, là, oui. Je crois qu'il y a un épisode qui faudra revoir avant la sortie. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça peut être intéressant. Bon, là, par contre, je vous préviens, mais bon, c'est genre le film, tu peux pas le spoiler, tu connais le bouquin et tout, mais quand même, on va rentrer dans des full spoilers. Comment Kenneth Branagh arrive à finalement respecter l'œuvre, mais à la déconstruire aussi. Et donc, on en a parlé tout à l'heure quand même indirectement et directement avec la mort de la mère, choix dur, donc de la mort et la vie en même temps. Bon, déjà, il y a le petit William qui fait partie de la vengeance qui va être tué. Alors, il y a toute cette histoire qui est rapide, mais qui est violente pour le coup. On parlait de la vindicte populaire où c'est Justine qui va être accusée à tort. Et on n'a même pas le temps de voir de procès et tout, on la pousse. Comme dans le roman. Voilà, là, pour le coup, c'est très, très comme dans le roman. Toute cette partie-là, c'est quasiment la même chose que dans le roman. Donc, c'est très brutal. Et là, pour le coup, je comprends la cadence rapide de l'idée. C'est pour montrer la violence humaine autour aussi, parce que Kenneth Branagh ne fait pas l'économie de critiquer les gens qui croient que superstition et qui veulent faire justice eux-mêmes. Ça aurait pu se passer aux États-Unis, cette histoire aussi. T'en as des films comme ça. Roger Corman l'a très bien fait avec The Intruder, tiens, par exemple, entre autres. Hein. Fritz Lang en avait fait quelque chose en Fury aussi, un de ses grands films et son meilleure période américaine selon moi. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et évidemment, pour Elisabeth, ça va pas bien se passer. Et là, la façon dont la créature va tuer Elisabeth. Mais la façon dont la créature tue Elisabeth, alors elle est terrible. On parlait aussi d'effet miroir entre les deux, c'est que quand notre créature est sur Elisabeth, il est à 2 doigts de la violer. Oui. Littéralement, hein. Il la trouve belle, il le formule, hein, il lui dit, hein, elle est belle. Ouais. Et sur le moment, tu vois, tu as le côté malsain déjà de tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la tuer en lui arrachant le cœur. Ce choix-là est assez drastique quand même. Il arrache le cœur de son créateur, grosso modo, indirectement, quoi. Il lui brise le cœur dans les 2 sens du terme, au sens figuré comme au sens concret. Et voilà, il rentre dans la chambre, il voit ça. Ça fait suite à une scène, alors pour le coup, hein, une des plus belles scènes d'amour qui m'était donnée de voir de toute ma vie. J'adore la scène d'amour, la fameuse nuit de noces. Il a quand même le temps d'avoir sa nuit de noces. La musique de Doyle là-dessus est magnifique. Cette scène d'amour est filmée comme un ballet. Elle est à la fois belle, pure. Voilà, tu sens que les deux sont vraiment tombés amoureux et pris l'un de l'autre sur le tournage. On n'a pas encore fait cette parenthèse, mais à un moment donné, il va falloir qu'on la fasse. Ça va peut-être être le moment. Et voilà. L'électricité, elle a fonctionné en vrai. Et moi, alors ça, j'aime beaucoup. Il faut savoir que dans le roman, il étrangle Elisabeth. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et Branagh, encore une fois, là, il se tourne vers la Hammer, il se tourne vers le côté vraiment horrifique de la créature. Comment choquer. Et cette scène, elle est super choc. Elle est super choc. Je trouve qu'elle marche très, très bien. Voilà. Et voilà, en fait, il a plus le choix à ce moment-là, Branagh. Il est obligé d'accéder à la requête parce que, en fait, il le pousse. En fait, il lui a formulé, on l'a pas dit, mais il a formulé à son créateur le souhait d'avoir une compagne à lui, alors comme dans le roman, voilà. Dans le roman, ce qui se passe, c'est que Frankenstein accepte dans un premier temps, en se disant que peut-être il va réussir à être libéré, mais finalement, alors ça va loin, il part en Écosse pour reproduire l'expérience, etc. Et il décide à l'instant T, quasiment, de finalement ne pas réanimer ce corps féminin, parce qu'il se dit, mais rien ne me prouve que la créature, avec le temps, va respecter son engagement, et puis surtout que cette nouvelle créature, la femme, elle n'aura rien juré, elle n'aura rien promis. Donc pourquoi elle respecterait cette promesse de vivre loin des hommes et de ne plus jamais interférer avec le monde des hommes? Et puis imaginons que ces deux créatures arrivent à engendrer la vie elle-même, puisque c'est des corps soi-disant fonctionnels. Donc face à tous ces choix-là qu'on n'a pas le temps de développer dans un film de 2 heures, voilà. Donc Kenneth Branagh est obligé d'éluder cette partie-là, et je trouve qu'il le fait bien. Et c'est contrecarré par le choc brutal
de cette mort violente, ce qui fait qu'il pousse Victor Frankenstein à réanimer Elisabeth, non pas pour la créature comme il s'était engagé à le faire au départ, mais pour lui-même, par amour. Et Shelley, elle ne va pas là-dedans, du tout, à aucun moment. Et moi, je trouve ça génial d'y aller. D'y aller parce que ça fait référence à la fiancée de Frankenstein, voilà, évidemment. Et en plus, je trouve que ça fait sens parce qu'il n'y a aucune raison, justement dans sa déraison au personnage, qu'il ne tente pas l'expérience. Je fais un petit parallèle avec le cimetière de Stephen King, qui, le personnage principal, malgré toutes les péripéties et toutes les horreurs dont il a été témoin, quand sa femme décède, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va l'enterrer dans le cimetière à son tour, et puis qu'il se trouve les meilleures raisons, en disant non, mais elle vient à peine de mourir, c'est différent, elle va pas attendre, donc elle va revenir normale, etc. C'est le réflexe qu'aurait, je pense, n'importe qui aurait le pouvoir de faire revenir sa compagne à la vie. Donc moi, j'adore ce parti pris-là. Le fait qu'il soit départi de Mary Shelley à ce moment-là pour aller vers cette relecture totale de la fiancée de Frankenstein à ce moment-là, je trouve ça vraiment génial, personnellement. C'est la tragédie ultime. Quand là, forcément, il dépasse la frontière de la souffrance. On le voit sur ce plan. Bah oui. Là aussi, c'est ultra théâtral ou même opératique. Ça renvoie d'ailleurs indirectement au plan avec Ian Holm dans les escaliers. Enfin, il y a cette idée de on y va. D'ailleurs, vous avez encore le feu en haut à droite. C'est marrant parce que c'est l'écho très indirect de la scène où ils s'embrassent là, avec le feu au fond. Le feu présent à l'intérieur dans l'image et à l'extérieur, c'est l'orage qui claque, qui gronde. Il y a les éclairs, il y a la pluie. Il arrive, il est mouillé encore une fois. Donc là encore, l'humidité, il est pourri comme il l'était avec le liquide amniotique. Sauf que là, il reprend la même position. Il est à genoux avec le corps inanimé. Sauf que là, c'est la mort de son être aimé et pas la naissance de son fils, entre guillemets. Tout est en miroir parallèle comme ça. C'est d'une maîtrise. De toute façon, Branagh, qu'on aime ou pas, on ne peut pas lui enlever ça. Il a une maîtrise absolue de son récit. À chaque fois. Et puis en plus, sur le tournage, là, sur ce moment-là, Helena Bonham Carter a pris des risques parce que sa perruque a pris feu, en vrai. Oui. Donc, ils sont tous donnés à fond, quoi. Et donc, il y a cette idée. En effet, après, on entre dans l'idée de ravagé par le chagrin, l'homme est capable de faire n'importe quoi. D'autant plus que c'est quelqu'un qui il s'est déjà pris pour Dieu. C'est limite le Prométhée postmoderne. D'ailleurs, c'est très amusant parce que j'ai pensé à ça, parce que Kenneth Branagh est aussi un cinéma du postmodernisme, d'une certaine manière. Et j'ai pensé, parce que Prométhée postmoderne, c'est aussi le titre d'un des meilleurs épisodes de X-Files. Oui, tout à fait, absolument. C'est celui qui fait hommage à Elephant Man, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est ça. Et aussi au film de James Whale. Et au film de James Whale, voilà. J'adore. Et il y a, tiens, si on est sur les séries, petite parenthèse série télé 2 secondes, une reco. Highlander, la série, saison 5. Il y a un épisode réalisé par Adrian Paul en personne, donc qui jouait le rôle principal, Duncan MacLeod, où dans les flashbacks, alors c'est pas lui, c'est le personnage de Métos, qui devient quelque part l'équivalent du docteur Polidori, qui était à la Villa Diodati avec Byron et Shelley. Et on voit toute cette histoire. Et en fait, Mary Shelley, à un moment donné, est témoin d'un combat entre deux immortels, avec un petit coupage de tête, et elle voit Byron recevoir les éclairs, le fameux quickening qu'on voit tout au long de la série quand ils prennent la puissance de l'immortel qu'ils ont tué. Et donc, elle est témoin de ça, et elle voit ce corps inanimé de Byron qui revient à la vie. Voilà, et c'est comme ça qu'elle aurait eu l'idée d'écrire Frankenstein. Je pense que la vérité se tient quelque part par ici, elle n'est pas ailleurs. La vérité est ailleurs, comme The truth is out there. Et c'est intéressant parce que pour boucler la boucle de la destinée absolue, c'est que Christophe Lambert, qui a joué dans Highlander film, a failli jouer avec Sean Connery. Parce que Christophe Lambert, il voulait faire une réunion de Highlander dans Frankenstein. C'était l'occasion, ça aurait été chouette. Donc Lambert devait jouer le personnage d'Henry. Ouais. Et Sean Connery devait jouer le personnage du mentor, du docteur. Voilà. Donc ça aurait été. Bon, je pense que c'est bien que ce soit pas fait parce que moi je serais trop rentré en mode Highlander et ça m'aurait peut-être sorti du film à un moment donné. Mais voilà. Mais l'intention était sympa, franchement. Réunir Connor et Ramirez, ça aurait été rigolo. Et ce qui est passionnant derrière, évidemment, c'est que, comme on le disait, tu l'as dit, hein, il va recréer. Alors, c'est là où on est encore dans cette dualité, c'est malsain absolu. Il décide de refaire renaître l'amour de sa vie. Et en la faisant renaître, malédiction absolue, il va la transformer en fiancée de Frankenstein. Alors, du coup, c'est la fiancée de la créature potentiellement. Mais ici, c'est la fiancée de Frankenstein. Pour le coup, Bride of Frankenstein, en même temps, à la fin du James Whale, il y avait aussi cette dualité. Elle y était, donc ça tombe bien. Et donc, tiens, on en revient le plan de tout à l'heure. On va le remettre parce que, voilà. oui, magnifique.
En Le fait, ce masque qui de est la mort génial, c'est rouge. que il y Et avait l'ombre. là aussi, il y a une reprise, il y a une redite. C'est-à-dire que Kenneth Branagh, quand il fait la création, la première création, quand il crée Robert De Niro, le premier plan, c'est pareil, il a une longue robe de chambre, lui. Et en fait, on est à ras du sol et on suit la robe de chambre voilà, qui est très avec les mouvements comme ça du tissu qui bouge et puis finit par l'enlever. Et là, on le découvre torse nu, etc. Et ben cette thématique est la même avec la grande robe rouge là où je sais pas si c'est une robe d'ailleurs ou si c'est un drap ou une couverture. Je sais plus exactement ce qu'elle a sur elle à ce moment-là donné. Mais donc même ça, cette seconde création, il commence à la refilmer un peu pareil, et on réassiste à une manière, à une séquence condensée de la première. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il reproduit exactement la même expérience. Les anguilles, le truc, ça va beaucoup plus vite. Donc, on pensait déjà que c'était hyper haché, hyper rythmé sur la première création, et là, ça allait encore plus parce que il y a une redite, mais il trouve des nouveaux angles, il trouve des façons plus succinctes, plus hachées encore de nous raconter la même chose, parce qu'il est dans l'urgence, et surtout, il n'est plus dans l'appréhension de ce qui va se passer ou pas. Là, on est sur un créateur qui sait faire, qui a déjà fait. Donc, il va plus vite. Et lui-même, en tant que metteur en scène, eh ben, il va plus vite. Il sait comment on fait. Donc, du coup, tout ça, encore une fois, est parfaitement maîtrisé et il remonte le même escalier. Là, sur cette valeur de 4, c'est exactement là où son père avait le sang de sa mère dans les mains. Enfin, Ah oui, voilà. c'est ça. En gros, il le monte dans la chambre où la mère est morte. Enfin, bref, c'est absolument génial de précision et de construction, tout ça. Et le pire, c'est que comme Tim Burton aussi était pressenti pour faire le film, ce plan-là, enfin, il l'aurait fait. Un Il truc aurait dans pu le le faire, genre. tout à fait, ouais. Et bon, de toute façon, on sait à quel point le cinéma de Tim Burton a été inspiré par Frankenstein aussi, d'une certaine façon, puisque dans tout, hein, vous avez le moulin de Sleepy Hollow, bon bref, on peut en faire toute une liste là. Ça renvoie à Edgar Allan Poe aussi indirectement, le Tower of Doom, enfin bon, tout ça, de toute façon, c'est les mêmes familles, le fameux gothique, ici Mais oui. romantique aussi, Et etc. même Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Ah bah, Jack, de même toute façon, Monica Bellucci dans Beetlejuice, voilà, qui est recousue de partout, etc. Enfin, c'est vrai. c'est une obsession chez lui, hein. Voilà. Même les noces funèbres, hein, les Ah noces bah alors là, funèbres. oui, là on est. Et alors après, c'est bon, elle va être recréée. Qui va-t-elle choisir? Personne. Elle choisit personne. Elle choisit la mort après la mort. Parce que elle meurt deux fois, Elisabeth. Elle meurt deux fois. Et là, alors là, on se retrouve. C'est la pure grandiloquence absolue. C'est extraordinaire, ça. Elle prend feu. D'ailleurs, il y a une course dans le couloir Oh avant. là là, qui est incroyable. Et là, j'ai Incroyable. choisi ce plan, tu vois, parce qu'elle va se jeter. C'est tellement dans la grandiloquence que Kenneth Branagh, il a même pas voulu couper l'artifice. Tu vois, il y a le feu et il y a les explosions à droite et à gauche là, en bas de la porte. Il va y avoir une explosion complètement Du out of manoir, enfin, nowhere. tout pète, quoi. Mais C'est comme si. pourquoi? Et c'est là où il se dit, tant qu'à y être. Non, mais je sais pas s'il y a. Exactement. Non, mais c'est ça, t'as tout dit. Tant qu'à y être, je C'est vrai balance. qu'on les voit là, on voit Mais les artifices, boum. graphiquement, moi je trouve ça tellement beau. Alors oui, c'est too much, oui, c'est grandiloquent à outrance, mais alors, sur C'est moi ça Michael Bay. fonctionne. C'est Michael Bay Ouais, avec un sens de l'esthétique plus prononcé, je trouve, plus posé. Et tu vois, parce que là, on a un cadre dans le cadre, encore une fois, hein. Oui. On a même trois profondeurs de champ. On a la pièce dans laquelle on est, on a la pièce dans laquelle Elisabeth est, et on a la pièce de laquelle elle vient. C'est absolument incroyable. Et puis effectivement, c'est dès qu'elle touche un mur, ça s'embrasse complètement, comme si la maison avait déjà été couverte d'essence partout. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais graphiquement, putain, qu'est-ce que c'est beau. Là, Patrick Doyle qui met la gomme là-dessus Ah de oui. manière Ah oui. opératique complètement folle, folle, folle. De toute façon, c'est le score le plus dingue qu'il ait eu à composer pour Branagh, hein. C'est du non-stop. C'est incroyable. Incroyable. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis la manière dont hyper violente dont elle met le feu sur elle, la manière hyper violente dont les deux on se croirait dans une cour de récré. 2 secondes, tu disais qu'il y avait de l'humour dans le film au début d'émission. Il y en a même à ce moment-là. Parce que là, Ouais. elle est ouvertement tirée des deux côtés. Voilà, il y en a un qui c'est non, elle est pour moi, non, elle est pour moi. Et puis il y a la pauvre Helena Bonham Carter qui est au milieu qui dit non, mais en gros, j'ai mon mot à dire aussi à un moment donné ou pas du tout. Parce que certes, je me réveille, mais là, vous êtes en train de décider. Un, pour moi que je devais revivre. Deux, avec qui je devais vivre pour le reste de mes jours. Vous êtes tarés ou quoi? Et puis c'est quoi cette tête? J'ai plus mes cheveux. Enfin, et alors beaucoup ont rigolé au maquillage. Moi, je le trouve génial parce qu'il est ultra réaliste. Kenneth Branagh, il n'a pas cherché à enjoliver à ce moment-là Helena Bonham Carter. Elle est Non. vraiment moche, hein. Waouh, elle est vraiment attaquée, hein. C'est impressionnant. Et alors qu'il a justement succombé à son charme pendant le tournage. Donc
Tiens, on l'a fait maintenant, la parenthèse avant qu'elle ait fini de cramer. Oh, bah là, ça y est, là, elle est tombée. Poum. Là, elle est tombée, voilà. Et donc, il faut savoir qu'à l'origine, Helena Bonham Carter ne devait pas jouer dans le film. Ah oui. Kenneth Branagh voulait faire comme à son habitude, donner le rôle à sa chère et tendre, son épouse de l'époque, Emma Thompson, avec qui il était depuis très longtemps, depuis qu'ils avaient tourné ensemble plusieurs super mini-séries pour la BBC, entre autres, etc. Et elle est dans Henri V, et ça a toujours été le love interest, le premier rôle féminin de tous les films de Branagh jusque-là. Et grande en actrice, fait, Emma Thompson. et très grande actrice, enfin voilà. Et quel destin, les deux, je veux dire, parce qu'ils ont éclos au moment où ils se sont séparés finalement. Et là, ça fait partie de l'ego trip quelque part. Branagh, avec ce film, il tombe dans l'excès d'Hollywood. Donc, dans la représentation qu'il veut donner de lui-même, on l'a dit tout à l'heure, il se muscle, il se fait un régime particulier, il veut paraître beau à l'image. Mais finalement, comme des tas d'autres acteurs-réalisateurs avant lui ont fait, hein, je pense à Stallone, Rocky 3, Rocky 4, le mec, il veut être beau à l'image, tu vois. Et ça fait partie de ces mecs qui sont multicasquettes. Mel Gibson, quand il fait Braveheart, alors c'est sur un autre niveau, mais il n'a pas l'âge du rôle du tout et on lui pardonne. C'est parce que ça fonctionne, parce qu'ils y mettent tellement d'âme, tellement de cœur, tellement d'envie, tellement d'appétence que ça marche quoi à fond. Et parce qu'ils sont investis. Même s'ils réalisent pas, eux, exactement. Donc voilà. Et donc, mais Emma Thompson, elle a une proposition. Alors je sais plus quel est le film sur lequel elle part. Elle choisit d'aller travailler, mais soi-disant, c'était un film où c'était la chance de sa carrière, d'après Kenneth Branagh, mais visiblement le film, on sait même plus ce que c'est. C'est l'ironie du sort, c'est que c'est pas un film qui a eu une. Alors, je vais retrouver le nom parce que je l'ai vu. Ça film qui sortait en 95, Carrington, voilà. Ah, c'est Carrington. Voilà. Oui, alors effectivement, je l'ai vu, hein, mais il m'a pas accompagné à travers les âges, on va dire. Et donc, il décide ça en couple, d'un commun accord. Bon, maintenant, je vais pas faire Frankenstein avec toi, donc prends une autre comédienne. Il prend Helena Bonham Carter, et là, patatras. Kenneth Branagh se retrouve pendant plusieurs mois sans Emma Thompson, à diriger Helena Bonham Carter, qui est, alors là, c'est subjectif, mais moi, je la trouve absolument délicieuse, déjà à la base, mais dans le film, je la trouve assez pétillante, etc. Et je vais même aller plus loin. J'ai du mal à imaginer Emma Thompson en Elisabeth. Parce que, et c'est tout à la gloire d'Emma Thompson, ce que je vais dire, c'est que je trouve qu'Emma Thompson, elle a tellement une beauté intelligente. C'est incroyable, quoi. Que lui faire jouer une ingénue, parce que Elisabeth, ça reste une ingénue, hein, pas une nunuche, une ingénue. Voilà. Là, ça passe très très bien sur une Helena Bonham Carter qui arrive à avoir ce côté un peu plus juvénile, un peu plus petite fille, un petit peu plus petite poupée de la haute société malgré elle, tu vois, que aurait pu avoir Emma Thompson. Donc je pense que pour le rôle, finalement, c'est pas plus mal, sauf que patatras, les deux se sont beaucoup plu et je trouve que ça se voit à l'image. Il y a une alchimie, pour le coup, de corps entre les deux qui fonctionne dans le film, mais qui malheureusement a brisé le mariage de Kenneth. Voilà. Et ça n'a pas duré très longtemps, parce que comme tu l'as dit, je crois, à un moment donné dans l'émission, et ben après, Madame Carter, elle a commencé à tourner avec Tim Burton, et finalement, elle a craqué à son autre réalisateur. Là, pour le coup, ils sont restés ensemble longtemps, mais là aussi, c'est fini aussi. Eh oui, Monica Bellucci. Monica Bellucci est arrivée. Mais sachant que Helena Bonham Carter a piqué Tim Burton à Lisa Marie. Exactement. Donc c'était un peu championne du. Voilà. Donc j'ose la question, est-ce qu'on peut filmer Helena Bonham Carter sans finir par tromper sa femme? Je ne sais pas. Alors, là, ça devient compliqué. Bon, après, Helena Bonham Carter, elle s'est faite discrète ces derniers temps, mais je crois qu'elle a eu. C'est vrai qu'on la voit plus trop. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines scènes du film, Helena Bonham Carter, j'ai compris pourquoi après. Enfin, non, parce qu'elle était avec Tim Burton de toute façon, mais dans Sweeney Todd, j'ai ressenti les trucs. Voilà, un petit peu avec des costumes et tout. Alors, c'est pas tout à fait la même époque, mais pas loin quand même. C'est un peu plus victorien quand même, Sweeney Todd. Mais tu vois, c'est ce jeu-là. Même si elle avait quand même un personnage plus de caractère dans en tout cas, elle est restée en bien meilleurs termes avec Hélène Branagh qu'Emma Thompson. Ouais, apparemment. Mais elle est revenue jouer dans Cendrillon. Elle joue la bonne fée dans Cendrillon. Ils se sont quittés de commun accord. C'est après que. C'est un peu. On n'est pas sur le même niveau. Ah non. Elle, dans des interviews encore récentes, elle redit tout le mal qu'elle a ressenti. Pour le coup, ça lui a brisé le cœur, comme dirait notre créature préférée. Elle s'est fait arracher le cœur. Ouais, elle s'est fait arracher le cœur avec cette histoire. Et puis bon, après, il y a le final. Alors, c'est là où ça aussi, ça change par rapport au roman. C'est-à-dire que bon, le créateur et la créature vont se retrouver au pôle Nord. Bon.
Comme dans le bouquin. Oui, mais par contre, il va y avoir ce final alors, voilà, d'ailleurs, ça renvoie vraiment, bon, de toute façon, on en revient au début, où le feu et la glace sont réunis, la créature et le créateur sont réunis, et ils meurent ensemble. Et finalement, il regroupe cette dualité, ces oppositions, pour finir de façon logique. C'est là où tu disais, il sait ce qu'il fait, il arrive au bout. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, ironiquement, en faisant cela, par sa mort, le créateur, et par la mort de la créature en même temps, il est déjà mort, là, mais bon, il va mourir avec. Oui. La créature va mourir avec le créateur. Eh bien, ironiquement, ça libère Walton, le capitaine. Le navire est libéré, et ça le libère de ses obsessions, parce qu'il se dit, ah bah non, là je rentre chez moi, j'ai ma famille, on va arrêter les conneries. Il y a une happy end quand même pour l'équipage. Au moins pour l'équipage. Au moins pour l'équipage. L'équipage qui va faire une mutinerie. Ah, complètement. Et c'est dans le roman, c'est un peu pareil. L'équipage est sauvé, Walton fait demi-tour, retourne vers l'Angleterre, etc. Alors là, pareil, je peux choquer, il faut pas mal prendre ce que je vais dire. Je trouve cette fin-là plus jolie et plus pertinente que celle de Shelley, qui est quasiment la même malgré tout, hein, puisque Victor Frankenstein décède dans la cabine de Walton. Donc là, c'est ce qui se passe, finalement. Épuisé. Il a raconté son histoire, il n'a plus rien à faire, il a perdu tout le monde. Il meurt, il est à bout de force, il a transmis ce qu'il avait à transmettre, et il sait que il espère en tout cas que par son récit, il commet sa dernière bonne action, à savoir détourner le capitaine de son attention, de son obsession d'origine, et de lui faire prendre conscience que parfois les obsessions des hommes, même avec les meilleures intentions, des fois, il vaut mieux s'en éloigner pour préserver la vie plutôt que de la défier, quoi. Donc voilà, et ça finit comme ça chez Mary Shelley, hein. La créature fait irruption dans la cabine, on le voit dans le film, hein, et informe Walton que de toute façon, maintenant que son créateur est décédé, il vient de perdre son père, il prend conscience. C'est un peu l'inverse du It's Alive, mais après on ne l'a pas dit, mais après le It's Alive, il y a toujours le What I have done. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Et bien là, c'est pareil. La créature se dit qu'est-ce que j'ai fait, mais dans le sens de la destruction. Pourquoi finalement j'ai pourri la vie de cet homme qu'au fond de moi, malgré moi, involontairement de moi, j'ai toujours aimé. Voilà. Et donc, comme il a assouvi sa vengeance en tuant tous les proches de son créateur et que son créateur est mort, il informe Walton qu'il va aller périr lui-même par le feu. Voilà. Mais là, et donc là, sauf que là, dans le film, il emmène le corps de son père. Je trouve ça beaucoup plus logique et plus pertinent que chez Shelley où le monstre part s'immoler par le feu tout seul plus loin. Voilà. Et puis, ça fait une superbe image de fin entre le bateau qui s'éloigne et qui retourne vers une vie, vers la vie, et puis et cette histoire-là qui s'éteint dans les flammes, quoi. D'ailleurs, tu as encore une transition, soleil, les flammes, voilà, c'est cette idée. Alors là aussi, d'ailleurs, sur ces scènes de bateau, de bûcher qu'on voit un peu filmé, on en revient à cette théâtralité décor, maquillage, costume du début. Maquette, le bateau sur les plans larges, il fait maquette à fond. Oui. On rentre dans le délire ou pas. Il fait maquette dans le film, il y a un truc en feu, on voit que c'est une maquette aussi à un moment, je crois. Un manoir ou une maison peut-être, je sais plus, mais il y a plusieurs trucs du genre. Ouais. Après, c'est économie de moyens aussi, parce qu'à un moment... Bien sûr, il n'y a pas d'image de synthèse plus que ça à l'époque. Et puis, il y a peut-être quand même ce côté... ça suit quand même le Dracula de Coppola, qui est réputé, et a raison, pour son sens des effets pratiques. Hein. C'est la grande force du Dracula de Coppola, c'est le recours justement aux techniques des magiciens et au cinéma d'antan, etc. Donc, il y avait aussi cette volonté-là, au-delà de l'absence d'effets numériques prononcés au début des années 90, il y avait quand même cette volonté-là de revenir à un cinéma plus à l'ancienne, et donc... Qui fait des clins d'œil au spectateur en disant tu sais que c'est pas vrai, mais comme tu es à fond dans l'histoire, ça marche quand même sur toi, hein, spectateur, tu vois. De toute façon, quand on voit une œuvre de cinéma, on sait que c'est pas vrai. Voilà, par principe. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et je pousse le vice un peu plus loin. Le cinéma documentaire, oui, du réel et tout, mais selon le montage et le point de vue, tu peux trafiquer la réalité aussi. Totalement, toujours. Que tu le veuilles ou non d'ailleurs, de manière inconsciente ou voilà, plus ou moins prononcée. Par omission, en choisissant un axe, etc. Bon, là, on est sorti d'une zone spoiler qui n'en était pas une, mais je rigole toujours maintenant, mais je fais toujours des zones spoilers. C'est l'héritage de ma chaîne. Mais alors, c'est là où la conclusion s'impose.
on a compris. Alors voilà, moi je suis incapable, par exemple, vous me demanderiez, tu mettrais quelle note? Parce que moi je commence à en avoir marre de mettre des notes à des films aussi. L'aspect scolaire est là, hein, je donne des notes à mes élèves, bon, bah, je suis obligé. Ouais. Hein, mais Donc pourquoi pas au après, film voilà. après tout. Et c'est surtout qu'après, à un moment, moi le film, je l'ai vu avec l'approche de l'auteur. Que je sois d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que des fois, ça nous arrive à tous de voir des films où tu vois du cinéma, mais tu te dis, j'ai du mal quand même, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Parfois, il n'y a pas assez, parfois, il y a trop. Parfois, tiens, oui, moi j'aurais raconté autrement. On est tous des cinéastes quand on regarde un film, si on se penche sur l'idée, quoi. C'est comme, ça me rappelle ce que disait dans le domaine sportif, hein, 60 millions de sélectionneurs. Hein, oui, c'est ça, c'est vraiment ça, quoi. On est tous peu... là, j'aurais préféré comme ci, j'aurais préféré comme ça, j'aurais préféré un tel. Voilà. Mais par contre, là, dans la cohérence branayenne, alors déjà, pour la conclusion, c'est là que j'ai envie de tirer les ficelles. Moi, j'ai pas tout vu encore de Kenneth Branagh, mais je me suis rendu compte que finalement, je commençais à en avoir vu pas mal. Surtout récemment, là, Alors, j'ai toujours pas vu Henri V parce que j'ai envie de lire, parce que celui-là de Shakespeare, je l'ai pas encore lu. J'ai envie de le lire avant. J'aime bien en ce moment lire des œuvres avant de voir les films. C'est ma petite lubie. Voilà, c'est intéressant. Dire que, en plus, ça t'enlève complètement. Enfin, une fois que tu vois le film, tu connais l'histoire, tu vois un peu les choix, c'est intéressant aussi. Donc, je le garde, Henri V. Et là, je verrai probablement son film de Noël bientôt parce que ça me paraît être intéressant. Mais je me suis rendu compte quand même que j'ai vu pas mal de Branagh récents, la trilogie Hercule Poirot, ouais. Artemis Fowl, que j'ai un peu subi aussi, je t'avoue. On voit niveau photographie et tout, il n'a pas eu trop la main mise non plus, surtout. Non. Hein, j'ai vu son Thor quand même. Belfast, qui est son œuvre où il se raconte. Ouais. Voilà, c'est très intéressant. Donc je me suis dit, j'ai quand même vu pas mal de Kenneth Branagh. J'ai pas vu Cendrillon encore, tiens, parce que lui aussi, finalement, d'ailleurs, il est sorti 2005 je sais plus la date, mais ouais, ça remonte un peu. Hein. C'est peut-être un peu plus récent, ou alors le temps passe trop vite, je ne sais plus. Mais... Bon. Donc, mais du coup, la question qui s'impose ici, c'est comment tu le situerais? Enfin, est-ce que pour toi, c'est une œuvre logique branaghienne, un peu à part, un peu des deux? Bon, on a plus ou moins répondu à certaines choses là déjà. Mais tu penses que c'est son œuvre la plus poussée artistiquement, peut-être? Dans le sens où... Non. Pour moi, son œuvre... Alors, pour moi, Branagh, il y a plusieurs époques. On l'a un peu évoqué. Et en tout cas, dans le cadre de son époque, que beaucoup diraient égotique, donc je vais la caricaturer comme ça, c'est-à-dire l'époque où il se filme lui-même, systématiquement. Je pense que la quintessence, c'est Hamlet. Oui, parce que 4h10 en super 70 mm, pour la première fois, le texte intégral avec une distribution internationale oufissime, une transposition sur des événements beaucoup plus récents que ceux de la pièce. Il l'a sorti de son contexte médiéval pour en faire quelque chose de plus haut en couleur. Il y a encore beaucoup de très beaux escaliers d'ailleurs dans son Hamlet. Donc pour moi, Hamlet, c'est la vraie virgule. Voilà, il y a un avant et un après Hamlet. Mais donc du début de Henri V jusqu'à Hamlet, le Frankenstein est pour moi une pièce absolument centrale, mais là on parle d'une période où j'ai aimé, mais viscéralement, et pour des raisons différentes, absolument tous ces films. J'ai adoré Henri V pour ce qu'il avait à offrir, Dead Again pareil, Much Ado About Nothing pareil, Peter's Friends pareil, et ils sont tous extrêmement différents. Et c'est aussi ce qui m'a séduit chez lui. Je me suis dit, tiens, il s'attaque à plein de sujets qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Il arrive à avoir une vraie patine. Il arrive à assumer jusqu'au bout un vrai point de vue et à le porter lui-même physiquement à l'écran. Bravo, quoi. Vraiment bravo. Et puis arrive Au beau milieu de l'hiver, qui est un cas intéressant parce qu'il ne joue pas dedans. Et à l'époque, c'est complètement surnaturel, quoi. Et c'est surtout un film qu'il a fait pour pouvoir autofinancer Hamlet. Et Au beau milieu de l'hiver, ça raconte l'histoire d'une petite troupe qui, à Noël, se réunit pour jouer Hamlet dans une église, dans un petit village. Voilà. Donc, et c'est tourné au noir et blanc. Donc, il y a le côté hyper arty. Et en fait, il a mis, je me souviens très bien d'un article de Première. Il y avait une interview de Kenneth Branagh dans Première pour au milieu de l'hiver. Et en fait, le titre, c'était Fuck This. Voilà. Et il était conscient à l'époque, alors de faire un film qui lui ressemblait, qui lui plaisait, qui est un très très bon entre guillemets petit film d'auteur, très Woody Allen dans l'âme, tourné en noir et blanc, etc. D'ailleurs, il fera Celebrity avec Woody Allen un peu dans le même temps. Et en fait, pour pouvoir financer un Hamlet qui sait d'avance que personne ne lui pardonnera. Parce qu'il est, là encore, dans la grandiloquence et la démesure de ce qu'il aime faire. Mais par exemple, on parlait des jeux de miroir, etc. Il y a le plus beau jeu de miroir que j'ai eu
l'occasion de voir dans un film adapté de Shakespeare, c'est dans son Hamlet, puisqu'il a réussi. Pour moi, Branagh, voilà, pourquoi je l'aime autant, parce qu'à chaque fois, il arrive à apporter une lecture nouvelle à quelque chose. Et dans Hamlet, il arrive à réinventer le être ou ne pas être. C'est quand même fou. Parce que le être ou ne pas être, jusque-là, a toujours été le plus grand monologue, en tout cas le monologue le plus connu de toute l'histoire du théâtre anglais, voire du théâtre tout court. C'est un monologue, c'est un moment de lamentation où le personnage est seul et où il se plaint. Et Branagh, il transforme ça en un monologue de provocation. Parce qu'il est non pas tout seul, mais il est devant, il est en gros dans l'équivalent de Versailles avec le palais des glaces, quoi. Donc il sait que derrière le miroir vers lequel il fait face et qui pourrait faire croire à un monologue comme s'il se parlait à lui-même, en fait, il sait très bien qu'il parle au traître qui est caché derrière le miroir. Et donc, en fait, ce n'est plus un monologue, c'est une mise en garde, c'est une provocation, et il va jusqu'à sortir sa dague et la coller contre le miroir. Et en menaçant, il y a même Derek Jacobi qui a un mouvement de recul. Il y a un plan très bref de Derek Jacobi qui a un mouvement de recul. Voilà pourquoi j'aime Kenneth Branagh autant. C'est-à-dire qu'il réfléchit tout ce qu'il fait, pour moi, à la perfection. Après, on rentre dans le délire ou pas. Moi, j'y rentre, d'autres n'y rentrent pas, etc. Mais je me suis trop souvent laissé moquer par rapport à mon amour de Branagh. C'est comme si ce n'était pas légitime, comme si tu ne pouvais pas être, entre guillemets, un bon cinéphile parce que tu oses dire que ton réal préféré, ou en tout cas un de tes réals préférés, c'est Kenneth Branagh. Donc voilà, merci de me laisser cette nouvelle vitrine pour exprimer mon amour pour lui, mais voilà, ce qui ne m'enlève pas toute forme de lucidité malgré tout dans certains autres cas. Mais pour répondre à ta question un peu bilan, ça fait partie de tout ça, et Frankenstein pour moi est bourré d'instants comme ça. Voilà. C'est un film d'auteur. Malgré sa grandiloquence, malgré tout ce ce que beaucoup ont à lui reprocher, c'est un vrai film d'auteur, comme on en voit peu, surtout dans le genre gothique, horrifique, mais surtout et avant tout romantique. Et toi alors du coup? Alors, c'est très intéressant parce que je me rends compte de quelque chose. Et très rarement, finalement, il écrit les scénarios de ses films, Kenneth Branagh. Il l'a fait pour Henri V, il l'a fait pour Hamlet, mais je regarde. Oui, mais il les fait réécrire. Il les fait Ouais. réécrire, donc en collaboration avec lui. Donc il est toujours derrière. C'est Oui, tous des films c'est d'auteur pour ça. quasiment. C'est pour ça que sur Frankenstein, bon, il y avait Frank Darabont, et on va citer l'autre d'ailleurs, parce que moins connu, mais Steph Lady. Oui. Oui, d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose d'autre, ce monsieur. Ah, il a produit Dr. Dolittle avec Eddie Murphy. Grand écart. Intéressant. D'ailleurs, on vient d'apprendre, enfin, au moment où on tourne cette vidéo, on est beaucoup en avance. Hein. On vient d'apprendre qu'Eddie Murphy allait faire une sorte d'autre remake. Là, j'ai vu, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Bon, peu importe. Je ne sais même plus quoi. Je l'avais en tête il y a 10 secondes, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Ça reviendra peut-être à la fin. Ça reviendra. C'est pas grave. Mais alors, oui, alors tu l'as dit, c'est très important. Comme je le disais, donc, il reprend les scénarios et il fait son film à lui. C'est pas parce qu'il n'est pas derrière au scénario, finalement, bon, bah, dans la mise en scène, c'est là que c'est un film d'auteur. Dans la mise en scène, en effet, il raconte cinématographiquement l'histoire autrement, tant et si bien que Frank Darabont lui-même a renié le film. C'est ça qui m'amuse. C'est crédité. Oui. Coppola, il n'a pas trop apprécié non plus. Pourtant, on est dans une continuité de Dracula dans La Grande Innocence. Hein. Moi, je trouve qu'il reproche. Alors, j'ai rien contre Coppola, loin de là, mais je trouve qu'il reproche à Branagh des choses qui s'est pourtant lui-même auto-appliqué sur Dracula. Hein. À mon avis, je pense à un truc aussi. Alors, c'est un peu de mauvaise foi, peut-être. C'est que Coppola, peut-être, a regretté de ne pas l'avoir fait le film. Peut-être qu'il s'est dit. Certainement. Bon, c'est vrai qu'en plus, c'est à partir de après Dracula que la carrière de Coppola va avoir du mal parce qu'il va malheureusement souffrir d'un succès que je trouve fort peu mérité parce qu'il a fait des très bons films par la suite. Encore extraordinaire. Prends Twixt, par exemple, ou Tétro, il y a artistiquement, là aussi, des films d'auteur purs, ou Megalopolis. Je sais que celui-là, il fait débattre, mais c'est un film d'auteur. Tiens, parler de grandiloquence. Là, voilà. Après, encore une fois, tu rentres dans le délire ou pas, mais tu peux pas renier ça. Tu peux pas lui enlever ça, en tout cas. C'est impossible. Et ce Frankenstein, je pense que j'y reviendrai un jour. Je me dis, là, bon, je l'ai vu et j'ai ressenti le cinéma. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un film de cinéma. J'ai vu un film de cinéma. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est vrai que la carrière déjà beaucoup de nos jours. Ouais. Et tu sais que je me rends compte, la carrière de Kenneth Branagh est très protéiforme, mais dans une cohérence. C'est-à-dire que oui, il a fait Thor. Oui, il a fait Artemis Fowl. Bon, peut-être qu'il était en contrat avec Disney encore après Thor. Je pense qu'il doit y avoir des histoires comme ça aussi, parce que quand tu fais un film chez Disney, souvent tu en dois d'autres. J'ai remarqué. Voilà. Mais tu vois, il a fait Belfast. Belfast, c'est quand même l'antithèse de Frankenstein dans La Grande Innocence. Il a toujours fait ça. C'est-à-dire que même quand il fait un film très grand spectacle ou très grand public, on va dire,
genre Artemis Fowl, Jack Ryan, qui pour moi est son plus gros ratage. Et pourtant, il joue dedans, mais voilà. Il y a toujours le contrepoint. Voilà, et puis entre deux, il y a des films quasi qui sont passés inaperçus, mais Sa flûte enchantée, elle est extraordinaire. Mais extraordinaire, quelle intelligence, là encore, quelle vision, quel sens de la propos. Enfin, voilà, donc non, en fait, il brasse plein de gens, mais moi, j'y vois une cohérence. J'y vois une cohérence en filigrane comme ça. Et Thor, c'est un des meilleurs exemples. Le mec, il arrive à faire vraiment du Shakespeare avec du Marvel. Alors, mais du vrai Shakespeare. C'est-à-dire que toute la première moitié du film, le casting est impeccable. Franchement, ça marche très bien entre Anthony Hopkins, Chris Hemsworth, etc. Ça marche super bien. Après, la partie terrienne est beaucoup plus bâclée parce que de toute manière, le scénario, il ne suit pas. Et là, par contre, il n'a pas trop son mot à dire. Parce qu'on est chez Marvel, c'est Kevin Feige, etc. Là, il peut moins être en ingérence. Je pense que si tu avais commandé un vrai Thor à Branagh, un peu à la Frankenstein, en lui laissant un peu plus les mains libres, on aurait un film encore plus intéressant qu'il ne l'est. Et c'est vraiment pas le Marvel que je déteste le plus, hein, Thor, au contraire. Et là, tu aurais eu là, le plan là, de la créature de Niro qui saute là et tout. Tu aurais eu la même chose avec le marteau. Ça marchait Exactement. pas. Ça marchait pas en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle Thor, voilà, mais Thor 3 de Taika Waititi, Love and Thunder, c'était ça le titre Non, oui, Ragnarok. Non, Ragnarok le 3 et Love and Thunder le 4. Ouais. Dans Thor Ragnarok, à un moment, il y a une parodie pièce de théâtre. Pièce de théâtre. Et t'as l'impression qu'il peut-être rend-il hommage à Kenneth Branagh directement. Clairement, moi je l'ai pris comme ça, en plus avec Matt Damon qui joue dedans et tout. Enfin, elle est rigolote cette séquence-là. Le film n'est pas formidable, mais cette séquence-là est rigolote. Non, mais voilà. Mais bon, après, voilà, Frankenstein, c'est intéressant parce que là, pour le coup, j'ai vu un Frankenstein différent de celui, j'en ai vu qu'un de la Hammer, du coup, et des deux de James Whale. Alors, j'ai pas vu Sons of Frankenstein, tout ça. Bon, au moment, il y en a beaucoup, hein. Puis alors, Frankenstein contre Dracula ou je sais pas quoi. Bon, oh là là, puis après. Ça a failli être le cas, là, parce que ça aurait pu être dans le même univers, apparemment, que Dracula. Aussi bien, ils en auraient fait, si ça avait marché et tout, ils en auraient fait une saga. Bon, remarque, Universal Monsters, ils ont essayé de relancer des trucs comme ça aussi après, mais bon, ça. Voilà. Ou alors, ils auraient fait un Frankenstein Untold, parce qu'apparemment, ça a plus ou moins fait. L'idée, ouais. Voilà. Mais donc, ce film s'inscrit. Alors, dans le côté shakespearien de Branagh, moi, je l'ai senti, hein, forcément. Clairement. Et dans quelqu'un qui visiblement avait envie de faire le cinéma qu'il a envie de faire quand on lui donne la liberté. Et ça revient aussi à ses adaptations d'Hercule Poirot. J'ai parfois du mal et tout. Alors, j'ai eu du mal avec Mort sur le Nil, comme beaucoup de gens. Hein, je pense, ouais, mais même moi, moi aussi, en toute franchise. C'est celui que j'aime le moins. Mais il y a malgré tout. Mystère en Venise, j'ai envie de le revoir, par exemple, parce que justement, le côté un peu quasi gothique, là, tu vois. Ouais. Non, mais la beauté des plans de Mystère à Venise, moi, j'en suis toujours parmi. Hein. Alors oui, le scénario, il est ultra bancal, pas très pertinent, etc. Mais par rapport au petit roman d'origine, il est quand même un peu plus intéressant. Il y a des intentions, encore une fois, qui valent le coup d'être posées là. Mais surtout, la réal, elle est folle. Voilà, là, le sens du cadrage, j'avais dit une fois chez Samir, bon, on était en désaccord total sur le film, encore une fois. Mais moi, j'avais dit que quasiment tous les plans de ce film, je pouvais les imprimer, les encadrer dans mon bureau pour repeindre la pièce, quoi. Tellement c'était tout ce que j'aimais, quoi. D'ailleurs, c'était pas. Oui, non, c'est vrai que c'était pas Patrick Doyle. Hein, c'était il dure Goufnatodier. Oui, parce que Patrick Doyle était occupé à faire la marche royale du roi Charles. Ah oui, c'est vrai. On est dans une forme d'autre. Ah bah là, voilà. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, on salue Samir au passage, je pense qu'il écoutera cette émission. Coucou. Ça serait intéressant. Je sais pas ce qu'il a pensé. Je crois qu'il n'avait pas trop détesté Frankenstein de Branagh. Enfin, par rapport à peut-être d'autres Branagh, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ce qui est intéressant. Alors déjà, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez voir les émissions chez Samir, parce que si vous voulez en savoir plus sur l'univers Branagh, comment tu as appréhendé son univers, même si tu nous as donné quelques avant-goûts ici. Il y a 2 émissions, il en fallait 2, parce qu'il y a la dualité Branagh, créateur-créature ici, mais le Branagh, réalisateur-acteur, c'est intéressant comme il arrive à mélanger les choses et tout. Égocentrisme, certainement, mais là, je reviens aussi à tout cela, ce sera une bonne conclusion, c'est que tous les grands cinéastes ont un ego. Tous les cinéastes qui ont leur patte d'auteur, grand ou pas grand, après ça c'est chacun. Et tous les comédiens. Et tous les comédiens. Pour faire ce métier, alors il faut avoir envie. Il y a la dualité. Il y a la dualité dans ce métier. C'est-à-dire que souvent, ils ont manque de confiance en eux. Ça les pousse à devenir acteurs ou réalisateurs. Ils font leur truc. Ils sont stressés à mort quand leurs films sortent. Mais quand ils le font, ils y croient à mort, quoi. Après, il y a le regard des autres. Il y a l'effet miroir et tout. Je sais que beaucoup sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le stress absolu quand le film sort, quoi. Mais quand ils le font, le film, ils y croient à fond. Voilà. Et encore heureux parce que sinon, ils ne le feraient pas. C'est pas un métier que tu fais
métier artistique. Donc, tout métier artistique, tu le fais pas si tu crois pas un peu, parce que sinon, ça sert à rien. Et c'est d'ailleurs là où on voit des fois, où quand il y a des yes man derrière certains projets, ça se sent. C'est-à-dire que il manque de l'âme, quoi. Là, on peut pas dire que Frankenstein de Kenneth Branagh manque d'âme. Hein. Même un surplus d'âme, parfois. Oui. Il a vendu son âme aussi. Il y a un côté faustien, de toute façon. Prométhéen, faustien. Et voilà, enfin là... Puis revoyez l'épisode de X-Files aussi, Prométhée postmoderne, parce que par envie, je l'ai revu la veille de faire cette émission. Je me suis dit, et avec Cher à la fin, évidemment. Oui. Pas Cher d'ailleurs. C'est pas elle qui joue. C'est pas elle, mais bon. Et ouais, bon, X-Files, c'est une série de mon adolescence, donc c'est toujours particulier. Mais voilà, merci mon cher Vivien. On aurait pu passer. Non, je me suis régalé. Il faut que je vous montre un truc. Ah oui. J'ai en ma possession le cadeau de fin de tournage que Kenneth Branagh a remis à chacun des techniciens de ses équipes. Voilà. Et c'est un très beau, non, c'est un superbe cadre avec une photo de la créature. Je vais essayer de voir sans reflet. Voilà, on la voit pas trop mal. Voilà. Sur du papier, sur du très beau papier qui apparemment peut pas s'altérer, etc. Et donc c'était octroyé à chacun des techniciens. Donc là, c'était un certain Timothy Willis, ça a appartenu, mais par la magie ou le désintérêt du monsieur, c'est atterri chez moi. Voilà. Et c'était peut-être un ami d'Emma Thompson, c'est pour ça. Peut-être un ami d'Emma Thompson, on ne sait pas, où il a choisi son camp entre les deux. Et donc, à chaque fois, Branagh faisait un petit mot et il le signait de sa main. Donc là, c'est la vraie signature de Kenneth avec un petit mot. Et donc ça, c'est offert à absolument tous les techniciens du film. Eh ben, ça en dit long. Je sais que sur Belfast, il a carrément fait imprimer. C'est un film un peu plus, on va dire, intime. Donc, il a carrément fait imprimer un recueil de livres de belles photos du film qu'il a offert à tous les techniciens, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai, pour le fun, là, j'ai le petit dossier de presse de Thor qui m'a gentiment dédicacé parce que j'ai eu la chance de rencontrer Kenneth Branagh. Donc, il m'a fait un petit mot là-dessus. Voilà. Et puis en reco, alors c'est une vraie fausse reco parce que vous le trouverez plus. Il est vieux ce numéro, il date de je sais plus quand, la sortie de Thor. Donc moi j'ai travaillé 15 ans pour l'écran fantastique. Et donc j'avais fait un gros dossier. J'avais fait un gros dossier, non seulement sur Thor, mais j'en avais profité pour faire toute une analyse de son cinéma fantastique. Voilà, donc c'était sur plusieurs pages. Voilà, donc je m'étais amusé à essayer de décrypter un peu le fantastique chez Branagh, y compris dans les Shakespeare & Co, voire même, il n'y a pas encore Cendrillon à l'époque, mais voilà, même dans Dead Again ou autre, il y a des trucs comme ça. Et donc forcément, Frankenstein était au cœur du truc, quoi. Voilà. Donc je me suis dit que je vous montrerai ça, c'est toujours sympa. Et voyez Penny Dreadful, et voyez les 3 saisons de Penny Dreadful aussi, qui n'est pas du Branagh, mais c'est vachement bien en termes de Frankenstein. Et on vous invite donc à voir ou revoir Frankenstein de Kenneth Branagh et rester tout générique et essayer de repérer qui est Timothy Willis, qu'est-ce qu'il a fait, s'il doit être crédité. Voilà, exactement. Mais alors même moi, je me souviens d'une fois, j'avais essayé de regarder sur IMDb, mais j'avais pas trouvé, ou voilà, et j'ai pas réessayé depuis de regarder ça. Voilà. Pas où est Charlie, mais où est qu'est-ce qu'il a fait, Timothy Willis? Il a dû faire quelque chose forcément parce qu'il a eu voilà. Mais ça c'est intéressant. Mais je suis sûr il est forcément crédité quelque part. C'est peut-être un cascadeur, c'est peut-être lui qui est le cascadeur qui saute. J'imagine pas que c'est Robert De Niro lui-même. Oui, parce qu'en revanche c'est pas précisé la fonction. Hein. C'est juste voilà le nom de la personne est marqué et c'est marqué voilà. In sincere gratitude for your work on Mary Shelley's Frankenstein. Voilà. Donc, il est quand même quelqu'un qui a travaillé. Tu vois. Ah bah oui. Et visiblement, après, il a il a fait du eBay où il est décédé. Enfin, voilà. Mais, il a oublié ça. Je le salue. Tiens, c'est un ami à moi qui s'appelle Frédéric Letailleur et qui est maquilleur professionnel, qui a notamment travaillé sur la version scénique de La Guerre des Mondes à Londres, qui s'est joué pendant plusieurs dizaines d'années et qui se joue encore de ci, de là. Et il m'avait offert ce cadre pour mon mariage. Le jour de mon mariage. Donc, voilà, Manfredo, je te remercie encore publiquement. Et d'ailleurs, on remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Voilà, jusqu'au bout. Et qui vont poser leurs petits commentaires. Que vous ayez haï le film, adoré, que vous soyez... on va vous lire avec grand intérêt parce que, comme d'habitude dans ces émissions, le dialogue continue. Elles sont éternelles. Enfin, elles sont éternelles, ces émissions. Même pas sûr, en fait, parce qu'un jour, YouTube explose... Ah bah... Mais
Tu la garderas parce que je l'enverrai. Oui, voilà, ça c'est les coulisses. Quoi qu'il arrive, elle va survivre. Je demande toujours une version vidéo, un fichier vidéo pour pouvoir conserver des archives. Donc, voilà. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver un jour. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait des choses à dire sur Frankenstein. Il y a plus de choses qu'on pourrait croire à dire sur Kenneth Branagh, parce que, comme tu le dis, peu de gens le citent. C'est mon combat. Mais, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes. Il y a eu des livres qui ont été écrits. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'un jour, tu t'y mettras. Peut-être. Il y a déjà eu pas mal de trucs. Il y a beaucoup de travaux universitaires qui sont faits par des gens ultra compétents. Voilà. Puis c'est bien aussi d'être, de juste aimer les choses et puis juste de les vivre, tu vois. Moi, je l'ai fait à travers Dune et beaucoup Tolkien, voilà. Et c'est vrai que au bout d'un moment, tu vois, Dune, j'en suis arrivé à un petit point de saturation à force de bosser dessus et d'en parler, etc. Autant le Seigneur, je crois, Tolkien, je pourrais en parler ad vitam. Voilà, c'est trop dans mon ADN, dans mes tripes, dans mes veines, dans tout ce qu'on veut, donc je pourrais continuer longtemps. Mais je suis content d'avoir mon Kenneth rien que pour moi tout seul dans ma petite tête. C'est bien aussi, oui, parce que bon, voilà, si on commence à écrire sur tout ce qu'on aime, de toute façon, c'est ça. On n'a pas assez d'une vie, hein, et même de 2 vies. Mais voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous. Une nouvelle fois, une grande pensée pour Peggy, une pensée pour tous les gens qu'on connaît qui vont être là. Samir, parce que je pense que je le connais. Voilà. Et puis, on vous embrasse très fort. Et puis, il y en aura d'autres avec Vivien, parce que là, ça me ferait plaisir. On réfléchira à d'autres choses. Voilà. Le temps nous appartient et la passion cinéma est là. Tant qu'on est là, on est là. Hein. C'est ça qui est important. Et il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Parce que toute bonne chose a une fin, même si ce n'est pas une vraie fin. À la prochaine. What have I done? What have I done?